Luc Ugalo Descusto, le deuxième fils du duc, est connu dans le jeu pour son surnom détestable, le « gros crapaud », tyran médiocre. Il sème le trouble en s'abritant derrière l'autorité de sa famille, ce qui lui vaut d'être moqué pour son apparence et son caractère. Luc avoue avoir eu du mal à supporter ces scènes, d'autant plus que le jeu comportait des contenus pour adultes. Luc Ugalo Descusto a grandi sans amour, sa mère étant morte à sa naissance et sa famille le rejetant totalement. Incapable de développer son talent magique, il a nourri un complexe d'infériorité et s'est tourné vers des actes odieux pour tenter de gagner leur reconnaissance. Finalement, il n'a été qu'un pion sacrificiel pour le duc, destiné à être éliminé sans autre rôle. Luc réalise que lui et Luc Ugalo Descusto ont 15 ans au début du jeu, et il redoute de finir comme ce dernier dans 10 ans. Il espère pouvoir changer le futur en évitant de devenir le « gros crapaud » odieux et en renonçant aux actes cruels. Malgré tout, il refuse de mourir et se détache de l'idée d'avoir besoin de l'amour de cette famille, s'appuyant sur ses souvenirs de sa vie antérieure. Luc rejette l'idée d'une vie paisible et insouciante, conscient que sa famille est fondamentalement mauvaise. Il sait qu'il ne pourra pas échapper à la purge qui les menace, mais il veut au moins devenir assez fort pour se défendre. Il se rappelle que Luc avait un talent pour la magie, un espoir qu'il souhaite aussi cultiver. Luc ressent une énergie légère et spirituelle qu'il identifie comme du mana, mais il se demande comment utiliser la magie sans interface utilisateur. Il décide d'essayer de lancer un sort en prononçant simplement une incantation, et parvient à activer un sort de guérison sur lui-même. Luc tente d'activer un sort de guérison en prononçant simplement l'incantation, et incertain du résultat faute de jauge de vie, il ressent néanmoins une légère amélioration. Encouragé, il continue à répéter la formule, espérant s'améliorer davantage. Luc se réveille doucement, encore un peu faible mais soulagé de ne plus se sentir malade. Il réalise qu'il a probablement épuisé son mana après plusieurs sorts de guérison, estimant pouvoir en lancer environ 10 avant de tomber inconscient. Malgré tout, il sait qu'il doit continuer à étudier la magie pour progresser, même s'il aimerait bien qu'on lui enseigne. Luc comprend qu'il ne pourra pas avoir de tuteur pour apprendre la magie et décide de s'auto-former. Il demande alors à Sirup, sa servante bestiale, de lui lire un livre. Malgré la difficulté du manuel de magie, Sirup lui propose plutôt un livre d'images plus accessible. Luc supplie Sirup de l'aider à apprendre à lire et à faire des mathématiques, la considérant comme sa seule alliée fiable. Malgré sa surprise de découvrir qu'il est vraiment un garçon, Sirup accepte avec enthousiasme de le soutenir dans son apprentissage. Elle lui promet qu'il peut compter sur elle. Luc refuse poliment la proposition de Sirup de commencer un entraînement physique, préférant se concentrer sur son apprentissage. Il se plonge dans un manuel de magie difficile à lire, aidé par Sirup qui lui explique patiemment les notions complexes. Peu à peu, il commence à comprendre les bases de la magie grâce au soutien constant de sa servante. Luc découvre que le mana est une énergie transparente flottant dans l'air, dont la puissance dépend du talent de chacun. En imaginant son mana le guérissant, il parvient à lancer un sort de soin. Il apprend également la distinction entre la magie basique accessible à tous et la magie d'attribut, réservée aux nobles dotés d'un talent particulier. Alors qu'il s'endort paisiblement, le protagoniste rêve à la prestigieuse lignée des Descusto. Il espère secrètement pouvoir maîtriser lui aussi la magie d'attribut, un pouvoir rare réservé aux nobles d'exception. Sa servante veille sur lui avec douceur, lui assurant un repos bien mérité. Sa servante veille tendrement sur lui pendant son sommeil, lui promettant silencieusement de le protéger coûte que coûte. Un an s'écoule, marquant le début d'un nouveau chapitre. Au début, Luc s'effondrait souvent à cause de la difficulté. Peu à peu, il comprend qu'en utilisant tout son mana chaque jour, il peut augmenter sa capacité à en stocker. Malgré ses efforts, il n'a toujours pas trouvé de maître en magie, et l'enseignement limité de ses domestiques ne suffit pas. Il se met alors à apprendre à lire et à étudier pour changer son destin. Luc réalise qu'il doit d'abord prendre soin de sa santé, car son apparence laisse à désirer. Il découvre avec étonnement que les habitants de ce monde ne se lavent pas le visage quotidiennement. Sa servante lui explique alors comment utiliser le savon et l'encourage à être doux avec sa peau délicate. La servante découvre avec surprise que Luc a la peau délicate, ce qu'il confirme en évoquant son apparence future. Elle décide alors de s'impliquer pleinement en apprenant sa routine de soins pour mieux l'aider. Ensemble, ils commencent à suivre un rituel de soins du visage 2 fois par jour, tandis que Luc rêve de pouvoir un jour s'offrir des produits de haute qualité sans se soucier du prix. Sur la véranda, Luc peine encore à s'habituer à sa nouvelle routine de lavage, mais sa servante l'encourage en lui promettant une peau lisse et belle d'ici 1 an. Elle remarque aussi que Luc Sama semble préoccupé, tandis qu'il affiche déjà une mine plus saine qu'avant. Pour améliorer sa condition,
Il a dû changer son régime alimentaire et commence à cuisiner avec sa servante, refusant désormais les repas servis par les domestiques. Luc découvre que les plats de ce monde ne lui conviennent pas toujours, mais sa santé s'améliore depuis qu'il cuisine lui-même, il ajuste sa routine en se levant plus tôt, prend l'air chaque jour et commence à faire de l'exercice léger, encouragé par sa servante qui le pousse à sortir. Luc avoue franchement à sa servante qu'il déteste faire de l'exercice et préfère mener une vie saine mais tranquille. Malgré les encouragements de Sirup, il reste ferme sur son choix d'éviter un entraînement intensif. Leur échange révèle sa volonté de préserver un équilibre simple et apaisé. Dans un bain, Luc et Sirup discutent de la difficulté à mener une vie facile sans tomber dans l'oisiveté. Il admet qu'il deviendrait vite quelqu'un de terrible s'il se contentait de manger et dormir, tout en exprimant son souhait de grandir en beauté. Malgré les taquineries de Sirup, il reste conscient du temps qu'il aurait de libre s'il adoptait ce mode de vie. Luc reconnaît qu'être noble ne lui garantit aucune sécurité, surtout face à l'attitude de son père qui semble prêt à le sacrifier. Il observe que le loisir perd vite son charme s'il devient une routine exclusive, contrairement à Luc, qui a gâché son privilège. Luc décide de tirer parti de sa situation pour mieux préparer son avenir. Luc souhaite éviter les difficultés inutiles liées à son enfance privilégiée. Il prévoit de s'appuyer sur une épouse à l'avenir, mais s'il ne peut pas se marier, il devra trouver une source de revenus stable pour vivre sereinement seul. Il envisage aussi que sa décision de ne pas fréquenter l'Académie royale d'Alécida pourrait bouleverser son destin, car Luc, un personnage important, y apparaît principalement. Luc comprend que maîtriser à la fois l'arc de la guerre, où il faut affronter les ennemis, et l'arc de l'Académie, centré sur la romance et l'entraînement, est essentiel pour progresser dans la vie. Il sait que ne pas fréquenter l'Académie royale d'Alécida réduit fortement ses chances de survie, mais il ressent malgré tout une raison profonde de s'y rendre. Luc découvre les personnages clés du jeu qui l'entourent, chacun avec son propre rôle et ses particularités. Malgré les défis à venir, il ressent un profond attachement pour eux. Cette affection nouvelle renforce sa détermination à avancer. Luc décide de profiter pleinement de ce monde, à l'image de Luc, en aspirant à une vie tranquille et insouciante. Malgré les conseils pour apprendre l'escrime, il préfère éviter les efforts inutiles. Une complicité douce se crée alors, révélant l'attachement grandissant entre les personnages. La jeune fille devine que Luc s'entraîne à l'escrime et lui propose de s'en charger à sa place, renforçant leur lien complice. Alors qu'elle s'éloigne, il accepte avec un sourire, conscient qu'il doit quand même bouger un peu pour rester en forme. Le lendemain matin, il met au point un nouveau sortilège pour éviter les efforts physiques tout en préservant sa santé. Luc lance un nouveau sortilège original sans attribut, nommé Val. Ce sort a la particularité de fonctionner même pendant son sommeil, lui permettant ainsi de rester en forme sans effort. Avant de comprendre le fonctionnement du sort Val, il faut d'abord saisir ce qu'est la magie sans attribut, une magie basique qui transforme le mana en diverses formes. Cette magie se divise en 5 grandes catégories, dont 2 sont accessibles à presque tout le monde. La magie de la vie quotidienne, qui facilite les tâches courantes comme l'éclairage ou le nettoyage, et la magie de la force, qui améliore temporairement les capacités physiques au prix de l'endurance. La magie d'enchantement permet d'améliorer les armes avec des attributs, mais Luc ne sait pas encore comment l'utiliser. La magie de soutien, elle, sert à renforcer ou affaiblir les autres en recouvrant la cible de mana, avec des effets qui dépendent de la précision de l'imagination. Enfin, la magie de restauration utilise le mana pour stimuler le corps et favoriser la guérison, un domaine dans lequel notre protagoniste excelle grâce à ses connaissances antérieures. Luc utilise une magie sans attribut appelée « Transformation du mana » pour créer Val, un sort autonome. Il suffit de lui donner un ordre simple, comme aller chercher de l'eau, pour que Val l'exécute facilement. Maintenant, il teste vraiment les capacités de Val en lui confiant une mission importante. Luc a ordonné à Val d'envelopper son corps pendant son sommeil pour l'exercer à sa place. Ainsi, il peut faire travailler ses muscles sans effort, testant une nouvelle façon d'améliorer son endurance. Luc réalise avec enthousiasme que s'entraîner en étant inconscient est un jeu d'enfant. Il admire la capacité de Val à agir de manière autonome, ce qui lui permet de progresser sans effort. Satisfait, il comprend qu'il peut désormais s'améliorer tout en restant détendu. Luc constate que, malgré les courbatures ressenties le lendemain, tout se passe bien avec l'entraînement autonome de Val. Il réalise qu'il a encore beaucoup à apprendre et à accomplir. Fatigué mais motivé, il ressent la faim et la croissance, preuve que ses efforts portent déjà leurs fruits. Luc refuse la modération excessive, la jugeant néfaste. Il affirme que ce qu'il vise, c'est une vie de noble paresseux et rusé, savourant pleinement les plaisirs simples comme un délicieux dessert.
Luc découvre qu'un événement incontournable pour tous les élèves de première année va bientôt avoir lieu, la pratique en donjon, une activité extrascolaire redoutée. Alors que les équipes sont présentées, il remarque que lui et Linchamp sont rarement séparés, ce qui attise sa curiosité. Linchamp est désigné comme chef de l'équipe 2, sous les regards attentifs de ses coéquipiers. Libera demande à intégrer la même équipe que Luc, mais sa requête est refusée pour préserver l'équilibre des forces entre les groupes. Malgré sa déception, elle est encouragée à donner le meilleur d'elle-même dans son équipe actuelle. Linchamp adresse un sourire rassurant au protagoniste en lui conseillant de ne pas se blesser. Libera, inquiète, lui demande de faire attention malgré sa confiance en ses capacités. L'équipe se rassemble alors dans une autre pièce pour commencer leur réunion, tandis que l'enseignant invite tous les élèves à rejoindre leurs groupes respectifs. Linchamp se présente fièrement comme la chef de l'équipe 2, affirmant son autorité avec assurance. Ruby, pleine d'entrain, annonce qu'elle est une aventurière expérimentée, prête à affronter les donjons. Luc Ugalo d'Escusto, se présente humblement, suscitant l'admiration timide de Myril qui lui demande s'il est possible de l'appeler Luc-sama. Ruby se montre incroyablement attentionnée, proposant d'acheter ce dont Luc aurait besoin, que ce soit du pain ou du jus. Myril, toute joyeuse, se rapproche de Luc en lui offrant de caresser sa tête, tandis qu'elle exprime son bonheur avec un « Nya ». La jeune fille aux oreilles de chat insiste aussi pour appeler Luc Luc-sama, et lui assure qu'il peut faire ce qu'il veut, ce qui laisse Luc complètement abasourdi. Linchamp s'emporte en criant à Luc de l'écouter attentivement, reprochant à ce dernier de ne pas se concentrer sur la discussion de l'équipe. Luc, déconcerté, réalise qu'elle le blâme, tandis que Ruby, visiblement dépassée, trouve la situation vraiment problématique. Finalement, une pause est proposée pour calmer les esprits. Ruby et Myril proposent tour à tour à Luc de poser sa tête sur leurs genoux, avec une insistance pleine de malice. Luc, gêné, refuse poliment, rappelant qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Linchamp, exaspéré, les réprimande sévèrement, leur rappelant que la réunion est sérieuse et qu'il n'est pas question de dormir. Chacun expose son rôle dans l'équipe. La fille chat promet d'esquiver les ennemis avec ses dagues et sa magie. La chevalière se positionnera en première ligne, tandis que celle avec l'arc assurera la protection arrière grâce à ses talents de guérisseuse et d'archère. Mais au moment où le protagoniste commence à parler, il avoue simplement vouloir dormir, provoquant la stupeur générale. Ruby accepte enfin que le protagoniste dorme, lui proposant même de le porter puisqu'ils sont tous deux en protection arrière. Myril, exaspérée, les réprimande vivement, accusant les deux filles de trop choyer Luc. La fille chat, elle, se montre détendue et prête à intervenir seulement en cas de besoin. Luc s'interroge sur l'attitude des deux filles, se demandant si elles essaient de le séduire parce qu'il appartient à une maison ducale. Il se surprend même à envisager qu'il pourrait être leur idole. Malgré tout, il préfère cette situation à être détesté. Pendant ce temps, les filles discutent de leur favoritisme envers lui, tandis que Myril, fatiguée, souhaite clore la réunion. Une fille de l'équipe 1 s'approche joyeusement du protagoniste en l'appelant Luc-sama. Celui-ci se demande si elle a réussi à s'entendre avec les autres, tandis qu'ils quittent la pièce ensemble. La fille lui demande comment s'est passée sa conversation, et il répond que tout va bien. En arrière-plan, un garçon observe la scène, inquiet, se demandant si le protagoniste leur en veut encore. Le garçon qui observait le protagoniste est surpris de ne plus ressentir son hostilité. Il réalise qu'il s'était toujours attendu à être détesté par lui, mais cette nouvelle atmosphère lui paraît étrange et déconcertante. Le week-end, le groupe s'aventure dans un donjon forestier de rang 2, situé dans les montagnes derrière l'école. Ce donjon, bien que vaste, est faiblement classé car de nombreux monstres y sont déjà chassés par les étudiants. Des aventuriers sont régulièrement envoyés pour réguler la population de monstres et maintenir un équilibre. Au cœur du donjon se trouve une grande masse de mana, source des pierres magiques que les aventuriers recherchent pour alimenter leurs outils magiques. Luc, entouré de deux jeunes filles attentionnées, refuse poliment leurs offres de boissons et de repos. Pendant ce temps, un autre membre du groupe comprend enfin pourquoi Myril a une si bonne opinion de lui. Plus tôt, il avait appris que le protagoniste avait guéri le petit frère de Myril d'une maladie, ce qui lui vaut sa profonde gratitude. Le groupe découvre que Myril souhaite remercier le protagoniste pour avoir sauvé son petit frère, allant même jusqu'à demander la permission de sa fiancée pour lui venir en aide. Malgré tout, le protagoniste assure qu'il n'a jamais cherché à créer de dette envers elle. Grâce à cette reconnaissance, il peut désormais se permettre de relâcher un peu la pression. Une membre du groupe revient triomphante avec une pierre magique, expliquant que les monstres ne bougent pas, ce qui facilite la tâche. Une autre s'interroge sur la nature de leur mission, soulignant qu'ils ne combattent aucun ennemi.
Luc révèle alors qu'il a endormi tous les monstres autour d'eux, rendant leur progression plus simple. Luc exprime son insatisfaction totale, envieux de Lynchant qui n'a presque pas à bouger. Myril s'apprête à éliminer les monstres avec son arc, tandis que Ruby utilise ses pierres magiques pour achever les retardataires. Face à cette situation sans véritable combat, une question se pose, pourquoi tout le monde dort, monstres comme combattants? Myril promet d'expliquer clairement la situation, pour le bien de Luc-sama. Myril explique que la magie que Luc-sama utilise endort les monstres tout en lui permettant de lancer des sorts même en étant endormi, ce qui l'aide à mieux se concentrer. Grâce à cela, elle peut s'entraîner à l'archerie et progresser, même si elle n'est pas une combattante exceptionnelle. Elle conclut en soulignant la gentillesse de Luc-sama et ses efforts discrets tout au long de leur aventure. Luc remarque que Myril agit différemment de quand elle s'était présentée, et il se demande si elle attend qu'il la félicite. Il finit par lui caresser la tête, ce qui la fait sourire timidement. Pendant ce temps, d'autres personnages réclament aussi des marques d'affection. Luc exprime son malaise face à la situation, il traverse un donjon sans réel danger ni progression d'équipe, ce qui lui semble plus proche d'un travail que d'une aventure. Pourtant, un autre membre du groupe souligne que leur capacité à nettoyer le donjon facilement satisfait à la fois ceux qui veulent éliminer les monstres et ceux qui cherchent à récolter des ressources. Luc réprimande fermement l'un de ses camarades, lui demandant s'il tient vraiment à les mettre tous en danger. Ce dernier, visiblement stressé, nie avec insistance, mais le ton est donné. Face à cette tension, le protagoniste décide finalement de dissoudre le groupe pour la journée. Luc montre des signes d'hésitation, tandis qu'un camarade rappelle que ce n'est qu'un entraînement. Une membre du groupe s'excuse timidement, mais le protagoniste insiste pour continuer, affirmant qu'ils ont encore du temps. Le groupe termine son entraînement en éliminant les monstres avec efficacité. Luc se détend enfin, allongé sur un coussin, tandis que ses camarades préparent les pierres magiques à renvoyer à l'école. L'ambiance se calme, et une nouvelle étape s'annonce. Luc, sérieux, rappelle à son camarade ce qui est arrivé à Dan, insistant sur l'importance de ne pas oublier cette leçon. Une camarade propose alors un match de classement, défiant le protagoniste malgré son regard sévère. Un autre membre du groupe, inquiet, anticipe déjà les conditions du combat, tandis que le protagoniste désigne Ruby comme adversaire, qui accepte avec enthousiasme. La tension monte alors que Ruby exprime ses doutes sur le combat à venir, craignant pour la sécurité de l'équipe. Luc, ferme, lui rappelle la gravité de la situation et son aversion pour l'incivilité. Malgré ses hésitations, Ruby accepte finalement le défi, tandis qu'un autre membre du groupe se déclare hors combat, laissant place à un duel décisif. Luc reconnaît que, même s'il n'a pas vraiment de raison de se battre, il comprend que Lynchant s'exprime uniquement à travers le combat, ce qui représente un grand compromis pour lui. Soudain, une camarade lance un défi à Lynchant pour un match de classement. En tant que remplaçante de Luc-sama, malgré ses doutes, Lynchant accepte, tandis que le protagoniste espère que cela suffira à la satisfaire. Notre pote interroge Lynchant sur sa tolérance envers un certain homme, soulignant que, en tant qu'aventurier, il devrait être exigeant dans les combats en donjon. Lynchant rétorque avec sérieux que l'objectif d'un aventurier n'est pas de se battre pour le plaisir, mais de survivre en affrontant des monstres, en évitant autant que possible les blessures. Face à cette sagesse, Luc réagit avec surprise, qualifiant Lynchant d'idiot, mais en réalité, il comprend la profondeur de ses paroles. Lynchant, déterminé, se prépare au combat malgré ses réserves, tandis que la remplaçante affiche un sourire confiant, impatiente de se battre. Luc, tendu, s'arme et se concentre, prêt à relever le défi. Luc-sama annonce officiellement le début du match de classement, mettant fin aux hésitations. Le match de classement débute sur les chapeaux de roue, avec une attaque rapide et audacieuse de la remplaçante. Elle défie ouvertement Lynchant, qui réagit avec agilité, esquivant et contre-attaquant avec précision. L'intensité monte d'un cran dès les premiers échanges. Lynchant peine à suivre la vitesse fulgurante de Ruby. Malgré son expérience des combats d'entraînement, elle tente de se défendre, mais ses réflexes ne suffisent pas à parer les attaques rapides de son adversaire. Ruby, confiante, la nargue en la jugeant trop lente. Ruby lance un sort en invoquant le vent avec un sourire malicieux, prête à déchaîner sa puissance. Lynchant, surprise, tente de se défendre face à cette attaque soudaine et violente. Le combat s'intensifie alors que le vent tourbillonne autour d'elle. Ruby profite de son élan pour asséner un coup puissant qui projette Lynchant au sol. Notre héroïne peine à se relever, visiblement sonnée par l'attaque. Ruby avance d'un pas assuré, dominatrice sur le terrain. Le verdict tombe, Ruby est déclarée gagnante du combat. Elle célèbre sa victoire avec un air triomphant,
tandis que le protagoniste félicite son adversaire et lui annonce que son classement va être ajusté en conséquence. Une atmosphère légère s'installe alors que Ruby se fait caresser la tête, visiblement ravie. Luke s'approche de Lynchant, toujours à terre, et lui demande ce qu'elle veut. Il propose de l'emmener à l'infirmerie, ce qu'elle accepte sans résistance. La journée se termine alors que chacun se prépare à se séparer. Avant sa réincarnation, Lynchant était le personnage préféré du protagoniste. Son parcours idéal l'amène à devenir une épouse parfaite, mais dans une autre route, elle perd face à Luke et est contrainte de l'épouser. Après cela, le protagoniste attaque la base de Luke et le bête, bien que la situation reste complexe. Luke se remémore la promesse de Luke de vivre à nouveau avec Lynchant une fois qu'il serait mort, mais il réalise que cette opportunité est désormais perdue. Lynchant, affaibli, confie que Luke est sa seule famille, tandis que la scène montre la gravité de la situation avec Luke à terre, blessé. Lynchant, accablé, accuse le protagoniste d'avoir tué son mari. Luke reste silencieux, confronté à la douleur et à la colère de Lynchant. L'atmosphère est lourde, marquée par la tension et le poids des événements récents. Lynchant serre le protagoniste dans ses bras, lui déclarant avec détermination que son cœur ne lui appartiendra jamais, même au prix de sa vie. Luke, surpris, l'appelle « princesse » face à cette révélation bouleversante. Luke lutte désespérément contre une menace invisible, son cri trahit sa frustration. Il réalise que Lynchant a toujours reconnu Luke comme son mari et lui est resté fidèle jusqu'à la fin. Face à cette vérité, il est submergé par le poids de ses actes et la douleur qui en découle. Luke se remémore l'âme pure et dévouée de Lynchant, gravée profondément dans son esprit. Cette fidélité inébranlable envers Luke, quel qu'il ait été, a fait d'elle une épouse parfaite, même si cela a transformé Luke en un mari impuissant. Dans une autre réalité, Lynchant assume avec humour son rôle central, tandis que Luke se montre incapable sans elle. Luke interpelle la princesse, intrigué par la situation. Son interlocuteur lui explique que la princesse n'a pas cherché à le défier, préférant affronter Ruby à sa place. Luke, surpris par ce calme inédit, réalise que c'est la première fois qu'ils ont une vraie conversation. Luke, surpris par son propre changement d'attitude, présente des excuses sincères à Descusto, conscient d'avoir causé des ennuis. Descusto, lui, reste calme et intrigué par ce revirement inattendu. Luke se demande alors ce que cette soudaine douceur cache, se rappelant qu'il était autrefois plus impulsif et colérique. Luke reconnaît que Descusto reste un ennemi de la princesse, mais il remarque aussi une différence chez lui. Il le félicite pour son travail acharné et admet qu'il n'est pas le noble détestable qu'il imaginait. Descusto esquisse un léger sourire, surpris par ce changement d'attitude. Descusto taquine le protagoniste en lui lançant qu'un idiot peut apprendre, ce à quoi Luke répond avec un sourire en lui demandant de se taire. Malgré leur statut d'ennemi, le protagoniste reconnaît que Descusto n'est pas un mauvais gars et lui confie la princesse, espérant qu'elle cessera de foncer tête baissée. La princesse, un peu surprise par la douceur soudaine de Luke, s'interroge sur cette nouvelle attitude. Luke fait face à Descusto, qui le méprise ouvertement en le traitant de plébéien et en affirmant qu'il ne le connaît pas vraiment. Cette attaque verbale laisse Luke visiblement affecté, tandis qu'en arrière-plan, la princesse est soutenue par un allié, montrant la tension palpable entre eux. Malgré la pression intense qu'il ressent, Luke porte la princesse avec détermination. Un allié lui reconnaît son courage et l'encourage à grandir en tant que protagoniste, tout en lui rappelant de ne pas mal interpréter ses paroles. Luke, encore sous le choc, comprend que cette situation est finalement ce qui lui convient le mieux. Un noble arrogant se présente comme le plus paresseux et vil de tous, lançant un avertissement à ne jamais l'oublier. Luke, toujours sous tension, esquisse un sourire nerveux face à cette déclaration. Le noble, impressionné, murmure un « incroyable » en observant la scène. Pendant ce temps, une voix annonce le début des leçons extrascolaires, précisant que chaque équipe passera 3 jours dans le donjon à partir de maintenant. Les professeurs annoncent que, bien qu'ils soient en alerte dans le donjon, les élèves devront se débrouiller seuls pour assurer leur nourriture et leur abri avec les bases apprises. Une mise en garde est donnée, appeler les professeurs sans urgence sera sanctionné. Le départ pour les 3 jours d'entraînement est lancé, mais une élève interpelle soudain un camarade, étonné de le voir sans armes ni équipement. Une jeune noble, chargée d'un lourd sac, explique qu'il faut être bien préparé pour tenir 3 jours dans le donjon. 2 camarades, habitués au camping et à la vie en orphelinat, s'étonnent tout de même de la quantité d'affaires qu'elle transporte. Une autre élève, attentive, demande à Myril de lui expliquer tout ce qu'elle doit savoir sur le donjon avant de partir. Notre pote, désemparé, s'agenouille en plantant son épée dans le sol, se demandant pourquoi il se retrouve dans cette situation. Pendant ce temps,
une camarade insiste pour lui expliquer comment se déplacer en forêt et lui conseille de ne garder que le strict nécessaire. Face à cette critique, elle finit par admettre qu'elle a emporté trop d'affaires inutiles, tandis que Luke, allongé, lui reproche d'avoir tout de même pris trop peu de choses. Luke remarque l'inquiétude de Myril, qui refuse de partager sa nourriture malgré tout. Il se demande si elle s'inquiète vraiment pour lui, tout en pensant qu'elle a oublié qu'il a aussi une réserve. Finalement, il propose de bien s'entendre pendant ces 3 jours, et le groupe se met en route pour trouver un campement avant la nuit. Luke engage la conversation avec une camarade, qui lui révèle des confidences sur ce que Dan et Myril lui ont dit à son sujet. Il apprend que Myril veut lui rendre l'appareil pour une ancienne faveur, tandis que Ruby le considère plus fort qu'elle. Malgré son agacement face à tant de paroles, il annonce que le groupe s'apprête à entrer dans le donjon, mettant fin à la discussion. Luke, allongé et confiant, rappelle que le groupe a sacrifié ses jours de repos pour se préparer à cette mission. Chacun des compagnons répond avec détermination, prêt à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'heure est venue de commencer l'aventure. Le groupe, uni et déterminé, se tient prêt à affronter le donjon. Luke, au premier plan, incarne la confiance nécessaire pour mener cette conquête périlleuse. Devant eux, l'entrée mystérieuse du donjon symbolise le début d'une aventure pleine de défis. Le groupe se répartit les rôles avec efficacité. Ruby vise une cible dans les buissons, tandis que Myril se prépare à intervenir au-dessus. Luke, confiant, prend en charge l'affrontement direct. Conscient de la difficulté qui les attend, chacun se met en position, prêt à agir avec détermination. Ruby, rassurée, confirme qu'elle a elle aussi gagné en puissance et promet de ne pas ralentir le groupe. Myril veille à ce que Ruby ne se surmène pas, tandis que la recommandation enthousiaste d'un compagnon pour un lieu de campement est accueillie avec approbation. Alors que le camp s'installe, une réaction surprise éclate face à une situation inattendue. Luke insiste pour prendre une douche et dormir dans un vrai lit après une longue journée à l'extérieur, affirmant qu'il doit prendre soin de son corps. Une camarade s'inquiète de la vulnérabilité que représente leur tente, mais il la rassure en évoquant l'expérience de sa sœur l'année précédente. Alors qu'il invite tout le monde à manger, une surprise inattendue attire leur attention. Luke a apporté des plats préparés par Karine, comprenant des pâtes de soja et une soupe riche en viande séchée, légumes et champignons. Tous s'étonnent de ce repas si luxueux en pleine campagne, mais il les invite à manger ensemble, assurant qu'il y en a assez pour tous. Les convives savourent la nourriture avec émerveillement, louant la qualité et la générosité de Karine. Alors que tout le monde commence à se préparer pour la nuit, une inquiétude surgit. Qui va assurer la garde? Luke, déjà sous la douche, rassure en expliquant que Luxama peut utiliser la magie même en dormant, empêchant ainsi tout danger à proximité. Cette révélation étonne vivement sa camarade, qui réalise qu'ils peuvent enfin se reposer sans crainte. Alors que le protagoniste semble déjà endormi, une tension s'installe entre les 2 femmes. L'une l'appelle « princesse », ce qui surprend et agace l'autre, qui exige des explications. La conversation révèle des origines différentes et une animosité latente envers Luxama, malgré sa présence proche et endormie. Luke reste éveillé, intrigué par la conversation entre les 2 femmes. L'une d'elles, appelée « princesse », est invitée à exprimer ses sentiments, ce qu'elle accepte avec hésitation. Elle commence par s'excuser pour son arrogance lors de l'entraînement, cherchant à clarifier la situation. La princesse accepte finalement les excuses de son interlocutrice, qui lui demande simplement de l'appeler Lynchant. Luke, soulagé, espère qu'elles pourront bien s'entendre, tout en décidant de ne pas s'immiscer dans cette conversation intime entre filles. Au lever du jour, le protagoniste achève sa routine matinale et se prépare à entraîner l'activation simultanée de ses capacités. Il explique comment il utilise « Search » pour détecter les créatures hostiles dans un rayon de 30 mètres grâce aux nombreux vals qu'il envoie dans le ciel. Ensuite, il active « Contrôle », un système qui lui permet de contrôler à distance Val, qui prend alors le contrôle de son corps pour intercepter toute menace détectée. Luke détaille son système de détection avec une carte mentale où les ennemis sont marqués en rouge, les alliés en bleu, et ceux méfiants en jaune. Il explique que lancer simultanément 3 sorts demande une grande maîtrise du mana, raison pour laquelle il s'entraîne intensément à contrôler cette énergie. Soudain, une alerte retentit, signalant une menace imminente. Luke surprend son adversaire par un coup rapide et direct, le mettant en difficulté. Cette dernière, impressionnée, reconnaît ses compétences tout en lui demandant si c'est vraiment sa véritable nature. Elle avoue l'avoir observé dès son réveil, admirant sa maîtrise des arts martiaux et des sorts simultanés. La jeune femme reconnaît qu'elle agit de manière imprudente en défiant le protagoniste, mais elle veut voir par elle-même au-delà des rumeurs. Elle avoue que, malgré l'hostilité entre leurs familles,
elle refuse de le considérer comme un ennemi. Luke accepte de se battre une nouvelle fois, mais pose une condition stricte, qu'elle ne le défie plus jamais par la suite. La jeune femme, surprise, accepte avec enthousiasme, scellant ainsi un accord fragile entre eux. Malgré les tensions, ils semblent prêts à avancer avec une nouvelle compréhension mutuelle. La jeune femme explique qu'elle croit que les âmes peuvent communiquer lorsqu'elles croisent le fer, et veut comprendre Luke à travers ce combat. Ce dernier la qualifie de « maniaque du combat », tout en réfléchissant à ne pas utiliser sa magie de l'attribut pour prolonger l'affrontement. Soudain, elle se lance à l'attaque, prête à engager la bataille. La jeune femme attaque soudainement avec rapidité, forçant Luke à bloquer son coup de justesse. Le combat s'engage avec intensité, chacun cherchant à prendre l'avantage dans cet échange vif et déterminé. Leur affrontement révèle toute la tension et la passion qui les animent. Luke déjoue l'attaque rapide de la jeune femme en bloquant son coup avec aisance. Il analyse son style de combat et souligne que, bien que le style martial soit réputé comme le meilleur, un pratiquant amateur rend ses mouvements prévisibles. La jeune femme, frustrée, prépare une nouvelle offensive, consciente de ses faiblesses. Alors que Luke s'apprête à mettre fin au combat, la jeune femme, haletante mais déterminée, refuse d'abandonner. Dans un élan de force, elle contre-attaque soudainement, surprenant notre pote et relançant l'affrontement avec une énergie renouvelée. La jeune femme, surprise par son propre geste, se retrouve au sol tandis que Luke se redresse calmement. Malgré sa défaite, elle rougit et accepte la victoire de notre pote avec une pointe de gêne. Le combat s'achève sur cette note inattendue, laissant planer une tension nouvelle entre eux. La jeune femme, encore rouge de gêne, tente de cacher son visage tandis que Luke, pensif, s'éloigne en silence, exprimant son besoin d'une douche. La tension retombe doucement, laissant place à un moment de calme et de complicité naissante. La jeune femme annonce qu'aucun monstre n'est détecté dans la forêt, mais elle ressent que quelque chose cloche. Luke, attentif, confirme l'absence de marqueurs ennemis sur sa carte. Une autre combattante intervient, expliquant que le combat contre le boss a commencé, déclenché par la disparition des petits monstres après avoir accumulé assez de mana. L'urgence monte alors qu'elle révèle qu'un énorme monstre est en train de se battre. La tension monte alors que la jeune femme rougit en réalisant qu'un baiser a vraiment eu lieu, tandis que Luke minimise l'incident. Rapidement, l'urgence reprend le dessus, il faut se concentrer sur le boss qui est en train de se battre. Les ordres sont donnés, et l'équipe se prépare à agir sans perdre de temps. La combattante repère enfin le boss au loin et alerte l'équipe. Luke encourage tout le monde à se dépêcher, et ils se lancent ensemble à toute vitesse vers la source du combat. La tension est palpable alors qu'ils approchent du lieu où le monstre se bat. Le boss se révèle être un énorme slime visqueux, bien loin de l'image mignonne espérée en pleine forêt. Luke exprime son dégoût face à cette créature gluante. Pendant ce temps, la magicienne lance rapidement un sort d'eau, prête à attaquer. Luke confirme que l'équipe doit affronter le boss, conformément aux règles du jeu. Pendant ce temps, un autre personnage, Val, s'éloigne calmement pour aller jeter un œil à la situation. Son départ surprend ses compagnons, qui s'inquiètent de sa décision. La magicienne lance un sort de glace en espérant ralentir le boss, mais celui-ci résiste presque entièrement à sa magie. Malgré ses efforts, l'énorme slime ne semble guère affecté, laissant l'équipe face à un défi bien plus coriace que prévu. Luke réalise que le boss, un slime de niveau 40, possède une résistance élevée et que la magie de bas niveau de l'équipe, niveau moyen 10, est inefficace contre lui. Face à ce défi, il demande à Val de reculer pour sa sécurité, tandis que la magicienne prépare un nouveau sort de glace, espérant gagner un peu de temps pour une stratégie à venir. La magicienne et Val unissent leurs forces pour lancer un puissant sort combiné, glace et torrent furieux. Le slime, désormais gelé solidement, devient vulnérable. Profitant de cette ouverture, le protagoniste déclenche une explosion, espérant infliger des dégâts significatifs au boss. Le noyau du slime est enfin exposé, mais il se régénère déjà rapidement, déjouant leurs espoirs. L'équipe réalise à quel point ils étaient proches de la victoire, mais la situation reste critique. Malgré la tentation de battre en retraite, ils savent qu'ils doivent vaincre ce boss pour sortir du donjon, car aucune fuite ne garantit leur sécurité. Luke analyse la situation, le slime est ralenti et immobilisé, ce qui leur donne un avantage temporaire. Il propose de tenir jusqu'à l'arrivée d'un allié capable de le vaincre. Pendant ce temps, une magicienne suggère de lancer un sort de boost pour augmenter leur puissance magique. Convaincus qu'ils peuvent en finir rapidement, le protagoniste mise sur le gel du noyau du slime, espérant que la bombe d'Akari le réduira en miettes. La magicienne, pleine d'enthousiasme, annonce qu'avec un boost, elle pourra lancer un sort puissant, Mana Frenzy. Luke l'encourage,
prêt à compter sur elle pour affaiblir le Slim. Pendant ce temps, une autre alliée prépare un sort de renforcement magique, tandis qu'Akari se tient prête à lancer sa bombe au moment crucial où le noyau se solidifiera. La magicienne concentre son énergie, une lueur intense émanant de sa baguette, le noyau du Slim commence à se solidifier, signe que le moment décisif approche. Avec détermination, elle s'écrie « Yes, yes, yes », irrite Comès, avant de lancer son sort puissant, prête à affaiblir l'ennemi. Une créature en forme de dragon d'eau surgit avec puissance, prête à frapper, le noyau du Slim commence à se déformer sous l'attaque, montrant des signes de faiblesse. Luke observe la scène, comprenant enfin la stratégie à adopter. La magicienne concentre un sort de glace, espérant absorber encore plus de chaleur pour affaiblir le Slim. Avec un cri déterminé, elle lance son attaque glaciale, le projectile magique fonce droit vers le noyau en train de se solidifier. Le noyau du Slim éclate violemment sous l'impact du sort glacé, projetant des débris partout. Luke aperçoit la pierre de soutien, élément clé de la stratégie. La magicienne, essoufflée mais confiante, espère que cette attaque a porté le coup décisif. Alors que Luke porte un coup décisif en criant « This is the end », il réalise avec stupeur que la pierre de soutien vient de se régénérer. La magicienne le met en garde en lui criant de fuir, tandis que le Slim reprend rapidement des forces, forçant Luke à reculer sous la pression. Luke est violemment projeté en arrière par une attaque soudaine. La magicienne, inquiète, s'empresse de vérifier son état tandis qu'il tente de reprendre ses esprits. Malgré le choc, il parvient à appeler le professeur Silas, cherchant du soutien. Le Slim les engloutit peu à peu, semant la panique parmi le groupe. La magicienne note qu'ils sont incapables de s'échapper avec leur force actuelle, tandis que le professeur Silas s'interroge sur la capacité du monstre à absorber leur mana pour se régénérer. Malgré la gravité de la situation, une autre membre du groupe tente de garder son calme, ce qui agace ses compagnons. Face au Slim menaçant, une silhouette imposante se dresse calmement, défiant la créature. La magicienne, déterminée, ordonne fermement au monstre de libérer ses étudiants, affichant une confiance inébranlable malgré le danger. La magicienne concentre son mana et lance un sort puissant, Flower Bomb, qui explose en une gerbe de fleurs explosives. Le Slim est violemment frappé par l'attaque, projeté en arrière par l'impact. Notre héroïne observe calmement les résultats de son assaut, prête à enchaîner. La magicienne intensifie son pouvoir avec le sort Skill Ring, recouvrant le Slim d'une pluie magique. Une alliée remarque que la magie de la magicienne semble enfin fonctionner. Celle-ci confirme avoir supprimé la résistance magique du monstre, donnant le feu vert pour achever l'ennemi. Luke, aidé par une alliée, tente de se relever malgré la fatigue. La magicienne confirme que le Slim est bien un boss de donjon, ce qui rend la situation encore plus critique. Alors qu'elle lance une attaque puissante, elle remarque avec surprise que la pierre centrale du monstre a disparu juste avant l'impact. Luke célèbre la victoire contre le boss et l'augmentation soudaine de leur niveau. Une alliée remercie chaleureusement le professeur Silas pour son aide, qui reste modeste. Une autre souligne que leur prudence a évité un désastre majeur, saluant leurs efforts. La magicienne rassure tout le monde en expliquant que le donjon est désormais inactif puisque son boss a été vaincu. Elle annonce la fin de leur expédition et invite le groupe à rentrer chez eux, ce à quoi les alliés répondent avec enthousiasme. Luke, un peu à l'écart, observe la scène en silence. Luke, observant la situation, reconnaît que Dan a renforcé leurs alliés, ce qui les rapproche de la victoire. Alors que le groupe confirme que le donjon est presque entièrement nettoyé, le protagoniste annonce qu'il poursuivra son propre objectif, décidant de ne pas les accompagner. Ses compagnons, surpris, tentent de le convaincre de les aider, mais il reste déterminé à suivre sa voie. Luke, calme et déterminé, annonce qu'il poursuivra seul son chemin, remerciant ses compagnons pour leur aide avant de s'éloigner. Ses alliés, bien que surpris, respectent sa décision et lui souhaitent bonne chance. Le groupe reprend sa route, tandis que le protagoniste reste concentré sur son objectif personnel. Luke atteint enfin les profondeurs du donjon, découvrant avec émerveillement le cœur du donjon. Ce lieu mystérieux semble être la clé de leur avancée. Luke explique qu'il existe deux manières de vaincre un boss de donjon, détruire la pierre centrale qui constitue son noyau, ou bien éteindre le cœur même du donjon. Face à cette révélation, une alliée s'alarme, craignant que la seconde option ne fasse cesser le fonctionnement du donjon tout entier. L'allié exprime son inquiétude face aux conséquences de l'extinction du cœur du donjon, notamment sur les étudiants et les financements de l'académie. Luke explique que cette solution, bien que difficile, est la seule garantie pour sauver tous ceux qui sont encore dans la forêt. Ils échangent un regard silencieux, conscients du poids de leurs décisions et des sacrifices à venir.
Luc tient enfin entre ses mains ce métal rare, cœur du donjon, preuve tangible de leur avancée. Malgré un sourire confiant, il avoue que ses explications n'étaient qu'un écran de fumée. Avec ce précieux butin, il invite ses alliés à retourner à l'académie, prêts pour la suite. L'équipe 2 revient enfin à l'entrée du donjon, accueillie avec gratitude pour leur réussite. Rinchan reçoit des remerciements sincères, bien que son expression trahisse une émotion plus complexe. Une atmosphère de tension s'installe, laissant entendre que quelque chose d'inattendu vient de se produire. Luc confesse qu'il n'a pas réussi à vaincre le boss, ce qui le frustre profondément. Sa professeure le rassure, soulignant que sa performance reste digne de fierté et que chacun progresse à son rythme. Elle lui propose même un entraînement pour l'aider à surmonter son impatience, tout en rappelant que si ça avait été Ryuk, il aurait sûrement triomphé. Luc supplie sa professeure de lui enseigner la magie, et elle accepte avec un sourire confiant, rappelant qu'elle est là pour le guider. Enthousiaste, il se lance immédiatement dans une expérience avec ce métal rare qu'il a réussi à récupérer. Une nouvelle étape commence pour lui, pleine d'espoir et de défis. 5 ans ont passé, Luc, maintenant âgé de 11 ans, est plongé dans la lecture tandis que Sirup, âgé de 17 ans, se tient à ses côtés en tenue de servante. Luc, absorbé par sa lecture, réfléchit profondément à ce qu'il vient de découvrir. Sirup, visiblement nerveuse, tente d'attirer son attention avec une certaine hésitation. Luc, intrigué, l'interroge calmement sur ce qui la préoccupe. Luc, flottant dans les airs, esquive habilement la question de Sirup sur sa lévitation. Pensant que lui expliquer serait trop compliqué, il choisit de changer de sujet en lui proposant de monter avec lui. Sirup, surprise mais enthousiaste, accepte immédiatement. Luc rassure Sirup en lui expliquant qu'il utilise son mana pour bien soutenir sa lévitation. Malgré son appréhension, Sirup accepte de se laisser porter, visiblement surprise par cette expérience nouvelle. Son regard s'illumine alors qu'elle commence à flotter doucement dans les airs. Sirup, curieuse, demande timidement une nouvelle question au protagoniste, qui l'écoute attentivement. Elle exprime avec émerveillement à quel point elle se sent confortable en lévitation, ce que le protagoniste accueille avec un sourire rassurant. Luc commence à expliquer sa technique en concentrant son mana et en le solidifiant en une sphère lumineuse. Il invite Sirup à observer attentivement, prêt à lui montrer ce qu'il peut faire. Sirup, intrigué, fixe intensément ce phénomène nouveau. Luc concentre son mana avec intensité, une aura puissante émanant de lui. Il réfléchit à l'évolution de ses capacités et à sa compréhension approfondie acquise au fil des 5 dernières années. En arrière-plan, des images montrent son entraînement rigoureux et constant, illustrant son cheminement vers la maîtrise. Luc déploie soudainement ses compétences martiales avec une rapidité et une précision impressionnantes, enchaînant coups de pied et parades. Sirup, émerveillé, ne peut s'empêcher d'exprimer son admiration devant cette démonstration spectaculaire. Sirup, surprise, interroge le protagoniste sur son entraînement soudain, rappelant qu'il déteste les exercices intenses. Luc reste calme et concentré, enchaînant les mouvements avec une maîtrise impressionnante, prêt à repousser ses limites. Essoufflé mais satisfait, Luc demande l'avis de Sirup sur sa démonstration. Émerveillée, elle le félicite chaleureusement, soulignant que ses mouvements surpassent même ceux des artistes martiaux expérimentés. Malgré ses efforts impressionnants, il reste modeste, minimisant son travail acharné. Luc révèle avoir créé un nouveau sort nommé Trace, qui permet à Val d'absorber ses souvenirs directement depuis son cerveau. Grâce à ce sort, Val peut recréer parfaitement les mouvements des maîtres d'arts martiaux favoris du héros, même ceux qu'il a oubliés, et y intégrer des techniques tirées de ses jeux et mangas préférés. Tout ce savoir accumulé s'est finalement combiné pour former son propre style de combat unique. Luc explique qu'il n'a même pas conscience de ses mouvements, mais que son corps s'entraîne et gagne en mémoire musculaire, ce qui le rend plus fort sans effort conscient. Émerveillé, Sirup le qualifie de génie, tandis qu'il reste humble en niant ce compliment. Elle admet qu'il a sûrement eu du mal à comprendre tout cela, tout en admirant la maturité et le potentiel de son jeune maître. Fatigué par l'entraînement, Luc envisage un bain rapide à la source d'eau la plus proche, tandis que Sirup, toujours attentive, propose de l'accompagner. Elle pense à quel point elle est devenue belle récemment, un sujet fréquent parmi les autres domestiques. Sirup a suivi rigoureusement le régime de beauté qu'il lui a enseigné depuis 5 ans, et sa beauté semble avoir atteint un nouveau palier. Elle continue aussi son entraînement à l'escrime, affinant sa férocité. Pour Luc, voir ce côté adorable de Sirup reste un privilège unique, d'autant plus qu'elle réagit avec une joie sincère dès qu'il prononce son nom. Luc confie à Sirup qu'il a une mission pour elle et lui demande de transmettre à son père son souhait de faire déterminer son attribut magique. Allongé paisiblement,
il exprime son impatience à découvrir cette puissance divine qui lui est propre. Luke imagine que quelqu'un de l'élite, appartenant au ministère de la magie d'Alecida, viendra lui révéler son attribut magique. Ce privilège réservé à la noblesse lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter, même si certains n'ont pas d'attribut. Luke se rappelle que, même parmi la noblesse, la famille d'Escusto est réputée pour ses attributs magiques exceptionnels. Il pense à son père, surnommé Sable, à son frère aîné Fer, à sa sœur aînée Séduction et à sa belle-mère Roche. L'excitation monte en lui à l'idée de découvrir enfin quel attribut il possède. Le lendemain, un visiteur arrive en saluant chaleureusement, évoquant une belle jeune fille sur un coussin. Luke, surpris, se demande si cet homme le prend pour une fille, doutant de son apparence malgré ses efforts pour paraître séduisant. Le chef du bureau des attributs magiques du ministère, Malsa Glico, fait son entrée avec une attitude calme et professionnelle. Luke reste figé, surpris par la situation et l'accueil chaleureux réservé à ce visiteur. Malsa s'adresse alors à lui en l'appelant « jeune demoiselle », ce qui déstabilise encore plus Luke. Le visiteur, impressionné, félicite Luke pour sa mémoire exceptionnelle, rappelant qu'il a retenu son titre complet après une seule écoute. Il souligne que cette rigueur est typique d'un serviteur de la famille d'Escusto, puis, il demande où se trouve le jeune maître de cette famille, intriguant Luke. Luke est surpris et se demande s'il vient vraiment de la complimenter. Il essaie de comprendre la situation tout en entendant le nom de Luke Ugalo d'Escusto-sama, ce qui le déstabilise davantage. Le visiteur se présente enfin sous le nom de Luke, demandant à Luke de l'appeler simplement ainsi. Un échange de salutations cordiales s'ensuit, marqué par une poignée de main chaleureuse. Luke, encore surpris, commence à accepter cette nouvelle réalité. Luke demande à Luke de fermer les yeux avant de vérifier son attribut magique. Luke, visiblement nerveux, prend une profonde inspiration, prêt à affronter ce nouveau test. Luke est assis, figé, tandis que les mots slip et slot résonnent dans son esprit. Au moment où il entend ces termes, une intense émotion traverse son regard, marquant une prise de conscience cruciale. Luke réalise que les attributs en lui n'ont pas simplement émergé, mais qu'il en avait toujours eu conscience au fond de lui. Cette prise de conscience le touche profondément, et il exprime son émerveillement face à cette révélation. Luke commence à expliquer que parmi les magies d'attributs, certaines sont considérées comme rares, et que celles du protagoniste en font partie. Il précise que, bien que la magie soit habituellement enregistrée et rendue publique, les magies rares sont gardées secrètes. Luke accepte que sa magie soit simplement classée comme une influence sur le corps humain. Luke explique au protagoniste que chacun possède des sorts qui lui conviennent mieux, indépendamment de son attribut, et qu'il peut améliorer ses capacités en explorant ses affinités. Luke comprend que maîtriser la magie passe par la recherche et l'entraînement ciblé sur ses propres attributs. Il décide de garder cette idée en tête pour progresser dans son apprentissage. Luke révèle qu'il ignorait l'existence de la magie d'évaluation, ce qui surprend vivement Luke. Luke explique qu'en tant que réincarné, il pensait que cette magie était connue, mais qu'elle restait secrète. Une conversation s'engage sur cette particularité, tandis qu'une servante propose d'apporter du thé à leur invité. Luke savoure le thé offert par la servante, le trouvant délicieux et bénéfique pour le corps. Intrigué, il demande le nom de cette infusion, et le protagoniste explique qu'il l'a cultivée lui-même, la rendant introuvable ailleurs. Luke propose ensuite de partager quelques feuilles si Luke apprécie, tout en confirmant que la magie d'évaluation doit rester un secret, ce que Luke accepte avec gratitude. Luke apprend que le protagoniste a une fille de son âge qui aime beaucoup la magie. Intrigué par un coussin volant, Luke demande quel type de sortilège c'est. Impressionné par sa puissance, Luke sourit et accepte volontiers la curiosité de son invité, tandis que ce dernier s'excuse pour son enthousiasme soudain. Luke propose à Luke de discuter plus longuement. Luke le remercie sincèrement pour le temps accordé, puis lui demande s'il accepterait d'être son professeur. Luke répond avec attention à cette demande, prêt à envisager cette nouvelle relation. Luke doute que Luke ait vraiment besoin d'un professeur et lui demande ce qu'il souhaite apprendre précisément. Luke explique qu'il ne demande pas grand-chose, juste que le protagoniste réponde à ses lettres quand il a des questions sur la magie. Luke, intrigué, propose alors l'idée d'être simplement correspondant. Luke demande timidement s'il peut aussi poser des questions de temps en temps, ce à quoi le protagoniste répond avec un sourire qu'il est d'accord. Même s'il doute de pouvoir toujours y répondre, il scelle leur accord avec enthousiasme, prêt à entretenir cette correspondance magique. Grâce à Malsan, Luke a beaucoup progressé en magie et a compris que son pouvoir repose sur une magie inhérente, liée à son attribut. Il découvre que les sorts avec attribut suivent des règles spécifiques, à la différence de la magie sans attribut, plus libre. Parmi les sorts de base de son élément,
le feu, il apprend à créer une flamme, à la solidifier en boule de feu, puis à la projeter sous forme de flèche enflammée. Luke découvre que son attribut sommeil comprend 3 sorts magiques inhérents, endormir une cible avec un effet modulable, définir la durée du sommeil par simple contact, et dissiper toute magie de sommeil. Il réalise qu'en combinant ces sorts avec un autre pouvoir, il pourrait plonger ses adversaires dans l'ignorance totale avant qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive. Luke s'émerveille de la puissance de ces 2 attributs, qu'il juge presque injustes. Il imagine les possibilités, comme créer une flèche de sommeil à distance, à l'image de sa flèche de feu. Il rêve même de pouvoir endormir un professeur pour sécher les cours à volonté. Conscient de l'ampleur des sorts à tester, il réalise que le temps lui manquera pour tous les expérimenter. Luke a pris l'habitude de laisser Val contrôler son corps pour s'entraîner toute la matinée, ce qui lui permet de se concentrer pleinement sur ses expériences magiques. Pendant ce temps, il décide de préparer un repas, alternant la cuisine avec Syrup, sa fidèle servante, bien qu'il conserve ses propres souvenirs culinaires de sa vie passée. La servante Syrup prépare un repas avec enthousiasme, même si son attention aux détails laisse à désirer. Pendant ce temps, Luke, âgé de 11 ans, ressent le poids de ses inquiétudes grandissantes mais choisit de les mettre de côté pour l'instant. Après s'être rafraîchi à la source d'eau la plus proche, il perçoit des voix mystérieuses qui attirent son attention. Luke remarque que personne ne vient jamais ici et se demande si cet endroit est vraiment dangereux, ou si c'est simplement un enfant perdu. Soudain, il entend une voix paniquée qui craint de mourir seul, ce qui le pousse à s'approcher prudemment. En s'avançant dans l'ombre des arbres, il réalise qu'il n'est pas seul et découvre quelqu'un caché, ce qui le surprend vivement. Luke, surpris, réalise que la jeune fille paniquée est une invitée des fêtes de thé de sa sœur, qu'il avait complètement oubliée. La fille, rouge de confusion, le reconnaît soudain et s'exclame, déconcertée. La jeune fille, encore rouge de confusion, demande timidement si Luke est le frère cadet d'Iris, la sœur qui l'a invitée. Elle se présente ensuite avec solennité comme Karine C. Caribéan, fille du comte Caribéan, tandis que Luke sourit doucement, trouvant son sérieux amusant. La jeune fille, émerveillée, demande timidement à Luke s'il peut utiliser la magie d'attribut. Intriguée, il lui sourit et lui demande de lui montrer cette magie. Enthousiaste, elle accepte immédiatement, avouant son amour pour la magie. La jeune fille sort une petite bourse magique capable de contenir une multitude d'objets, ce qui fascine Luke. Elle explique que ce n'est pas un pouvoir unique, mais un objet que l'on peut acheter partout. Luke lui demande alors de se rhabiller avant de lui montrer sa magie d'attribut. Luke dévoile sa magie d'attribut, la cuisine. Il prépare avec soin une soupe épicée de lapin lunaire, utilisant les ingrédients à sa disposition. La jeune fille, ravie, goûte le plat avec enthousiasme malgré sa simplicité. Luke goûte sa soupe épicée avec curiosité, se demandant ce qui rend la cuisine avec magie d'attribut si différente. Rapidement, il est submergé par une explosion de saveurs, s'exclamant que c'est incroyablement délicieux, bien plus que tout ce qu'il a pu goûter auparavant. Cette révélation le laisse bouche bée, surpris par la puissance gustative de sa propre magie. Luke réalise que la soupe lui procure un buff, une amélioration temporaire de ses capacités, ce qui le surprend profondément. Il comprend que la jeune fille capable de cuisiner ainsi est un atout précieux pour soutenir la vie paisible qu'il souhaite mener. Enthousiaste, il lui demande si elle accepterait de lui préparer cette soupe chaque jour quand ils seront grands. Luke, ému et déterminé, avoue qu'il serait heureux d'entrer dans la famille de la jeune fille en l'épousant. Il imagine déjà leur avenir ensemble, convaincu qu'elle le soutiendra même dans les pires épreuves, surtout grâce à sa cuisine délicieuse. Ce jour-là marque une rencontre miraculeuse, scellée par une proposition inattendue. Luke a contacté son père pour officialiser sa demande, mais celui-ci lui a simplement répondu de faire comme il le souhaitait. Rapidement, les 2 familles se sont rencontrées, et le comte Caribéan les accueille chaleureusement dans son restaurant. Le comte Caribéan accueille chaleureusement Luke, malgré l'absence de son propre père à cette réunion importante. Luke, humble, explique qu'il est le second fils et que tout ce qu'il peut offrir, c'est lui-même. La jeune fille semble un peu intimidée par la situation, mais elle assure qu'elle ne tient pas rigueur de l'absence du père. Le comte Caribéan accueille chaleureusement Luke dans sa famille, affirmant que Karine lui a déjà confié ses sentiments. Malgré cette bienveillance, Karine doute encore qu'il puisse vraiment accepter quelqu'un comme elle, inquiète des moqueries qu'elle subit à cause de son apparence. Luke évoque Iris, la sœur de Karine, connue pour son traitement sévère envers les autres sauf ses filles préférées. Il remarque que malgré son jeune âge, Iris est encore en pleine croissance et trouve son visage rond plutôt mignon. Ce qui l'a surtout attiré chez Karine, c'est sa cuisine et son statut, plus que sa personnalité.
Le comte Caribéan exprime sa gratitude envers Luc pour avoir choisi Karine pour sa beauté intérieure, mais celui-ci avoue humblement que ce n'est pas son cas. Le comte Caribéan explique que sa famille, autrefois pêcheur et commerçant, gère aujourd'hui diverses activités maritimes. Il révèle que tous les membres de la famille, y compris lui-même, vont souvent en mer, et s'inquiète de la sensibilité de Luc au soleil. Ce dernier rassure en disant qu'il s'entraîne régulièrement et utilise une protection solaire efficace. Pendant ce temps, Karine imagine ouvrir un restaurant grâce à ses talents culinaires, tandis que le comte évoque la succession de la maison familiale, qui lui reviendrait en l'absence d'un frère chez Karine. Le comte Caribéan confie officiellement sa fille à Luc, lui demandant de bien s'occuper d'elle. Luc accepte avec respect, tandis que Karine remercie son futur beau-père. Le comte s'éloigne en plaisantant sur la rapidité de leur départ. Karine avoue à Luc qu'elle veut devenir assez jolie pour pouvoir rester à ses côtés, malgré sa sensibilité au soleil. Luc, surpris, lui rappelle qu'elle est déjà très mignonne, mais Karine insiste pour qu'il l'aide à s'embellir. Luc accepte d'être son professeur strict, tandis que Luc se demande si quelqu'un veille vraiment sur lui à la maison. Karine s'interroge avec étonnement sur la possibilité de devenir belle, ce à quoi Luc répond qu'il existe une méthode très simple. Tout en réfléchissant à la meilleure approche, il se demande si c'est vraiment le bon moment pour lui d'enseigner tout cela à Karine. Il décide finalement de se tutoyer, marquant un nouveau pas dans leur relation. Luc, inquiet pour sa sœur aînée, propose à Karine de continuer leur discussion en privé. Il lui révèle que sa méthode de régime repose sur la magie, ce qui surprend Karine. Il explique alors qu'il s'agit d'un moyen d'exercer son corps pendant le sommeil, en utilisant ses attributs, sommeil et paresse. Luc explique à Karine que sa méthode combine la magie de sommeil avec un sort autonome appelé Val, qui reproduit des mouvements pour faire travailler le corps pendant le sommeil. Intriguée, Karine comprend que Val est un sort autosuffisant. Pour lui montrer, il décide de faire une démonstration en fixant un minuteur d'une minute pour un exercice léger avec Val. Après une minute d'exercice avec Val, le protagoniste est surpris de ne garder aucun souvenir de l'effort fourni, mais il ressent clairement les bienfaits. Karine, émerveillée, demande si elle peut aussi utiliser ce sort, tandis qu'ils se préparent à essayer ensemble. Malgré ses doutes sur ses capacités physiques, Karine accepte avec enthousiasme de tenter l'expérience. Karine, malgré sa force, admet qu'elle n'est pas très douée pour l'exercice, mais accepte de commencer doucement avec un exercice léger. 1 heure plus tard, elle se réveille épuisée, surprise par l'intensité de l'effort ressenti malgré la légèreté annoncée. Luc s'inquiète de son état tandis qu'elle peine à répondre. Karine, complètement épuisée et incapable de bouger, confie à Luc que tout son corps lui fait mal. Il décide alors d'utiliser sa magie de soin pour l'aider, tout en lui conseillant de commencer par des exercices basiques pour renforcer son endurance. Malgré les douleurs musculaires à venir, déterminée, elle promet de faire de son mieux et se prépare à suivre ses conseils. Luc guide Karine à travers une routine de soins du visage, insistant sur la douceur et le rinçage correct. Enthousiaste et curieuse, elle est impatiente d'apprendre, notamment sur le maquillage. Il lui explique aussi l'importance de la nutrition pour construire un corps sain, ce qui enthousiasme Karine, qui admire ses talents culinaires. Karine s'enthousiasme pour la cuisine saine et se met à créer de nouveaux plats à partir des idées du protagoniste. Elle transforme rapidement ses inspirations en repas variés, mêlant saveurs japonaises et recettes équilibrées. Malgré son excitation, elle en prépare parfois trop, mais le protagoniste savoure avec bonheur ses découvertes culinaires venues d'un autre monde. Face à la quantité de plats qu'elle souhaite tester, le protagoniste rappelle à Karine qu'il ne faut pas manger en excès, même si la nourriture est saine. Proposant une solution, il suggère de donner les excédents à un orphelinat. Enthousiasmée, Karine décide de se renseigner et de distribuer elle-même les plats qu'ils ne peuvent pas manger. Elle multiplie alors les recettes tout en partageant ses créations avec différents orphelinats, trouvant là un compromis parfait. Luc s'inquiète de la fréquence des visites de Karine aux orphelinats, mais elle insiste en rappelant que c'est lui qui lui a donné cette idée. Karine découvre que les orphelinats sont très insalubres, avec des enfants incapables d'utiliser la magie pour nettoyer eux-mêmes. Malgré ses efforts, elle réalise que même la magie ne suffit pas à rendre les lieux vraiment propres. Une jeune fille supplie le protagoniste de venir en aide à son petit frère inconscient, tandis qu'il déplore l'inaction de l'Église qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Malgré ses réserves sur l'utilisation de la magie de guérison, il accepte de vérifier l'état du garçon malade, constatant qu'il respire difficilement et pourrait avoir une pneumonie. Luc déplore les conditions déplorables de l'orphelinat, un endroit indigne pour un malade. Luc utilise sa magie pour soigner le garçon malade, espérant rétablir sa respiration normale. La sœur, soulagée,
le remercie chaleureusement et s'inquiète du coût des soins, mais il refuse tout paiement, expliquant qu'il est le fils d'un duc et qu'il a simplement profité de l'occasion pour s'entraîner à sa magie. La sœur, émue et reconnaissante, remercie chaleureusement le protagoniste qui refuse tout paiement, expliquant qu'il a simplement profité de l'occasion pour s'entraîner à sa magie. Luc remarque à quel point elle est intelligente et se dit qu'elle aurait une vie bien plus facile si son environnement était meilleur. Pendant ce temps, une servante suggère d'utiliser l'argent du duc, qui ne sait pas quoi en faire, pour améliorer la situation de l'orphelinat. Luc dépose une somme d'argent pour améliorer l'hygiène et l'éducation des enfants. Malgré ses réticences, la servante insiste pour qu'il accepte. Reconnaissant son statut de jeune maître, Luc réalise que l'orphelinat lui offre de nombreuses occasions de tester sa magie de guérison face à divers maux. Le chapitre 4 débute alors que le protagoniste et une mystérieuse accompagnatrice pénètrent dans un bâtiment ancien au cœur de la ville, prêts à entamer une nouvelle étape de leur périple. Depuis ses fiançailles avec Karine, le protagoniste profite d'un quotidien confortable où Karine prépare ses repas, la servante Sirup s'occupe de la maison, et il continue d'utiliser Val pour sa santé et sa beauté. À 14 ans, il constate que sa vie paresseuse s'améliore doucement mais sûrement. Luc réalise que le temps passé avec Karine touche à sa fin, car elle va bientôt intégrer l'académie et vivre en internat. Il souhaite profiter au maximum des moments qu'il lui reste avec elle. Cependant, elle est en retard, et il décide d'aller la chercher, pressentant la raison de son absence. Luc croise Testa Ugalo Descusto, son frère aîné de 19 ans, dans la maison principale, ce qui est inhabituel à cette heure. Malgré sa taille désormais supérieure, notre MC se sent ignoré par Testa. Comme toujours, il décide alors de mettre de côté cette distraction pour se concentrer sur Karine, convaincu qu'elle est bien là où il l'attend. Luc repère enfin Karine, resplendissante et rayonnante. Sa diète a porté ses fruits, faisant d'elle une beauté admirée pour son apparence et sa féminité. Le temps passé à prendre soin d'elle se révèle être un véritable succès. Luc rencontre Iris Ugalo Descusto, une femme élégante et imposante, qui l'accueille avec un sourire énigmatique. Il lui demande s'il peut emprunter Karine, ce qui semble perturber Iris. Déjà en pleine réception pour un thé, elle rappelle que Karine est venue la voir aujourd'hui, insinuant un possible conflit d'intérêts. Luc affirme avec détermination qu'il est venu récupérer sa fiancée enlevée. Karine, Iris, visiblement troublée, remarque que Karine est justement venue la voir aujourd'hui, ce qui complique la situation. Luc reste impassible face au charme de la sœur d'Iris, convaincu que ses effets ne fonctionnent pas sur lui. Iris tente de rassurer Karine en lui disant que ce n'est pas de sa faute, mais Karine, gênée, demande à être laissée seule. Luc taquine Iris en lui reprochant de s'amuser trop longtemps, tandis qu'il confie qu'il devra attendre 1 an avant de commencer l'académie, ce qui lui semble bien long. Luc s'amuse de la situation en constatant que deux beautés se disputent son attention, trouvant Karine particulièrement mignonne quand elle est gênée. Malgré son air boudeur habituel, Karine ne peut cacher son trouble. Il se penche alors vers elle pour la taquiner, lui conseillant de ne pas gâcher son joli visage avec cette mine renfrognée, tout en l'encourageant à bien se préparer pour l'académie qui approche. Luc prend la main de Karine en lui proposant de partir, conscient qu'il gagnera quelques points avec elle, qu'il voit rarement. Karine, gênée, s'excuse auprès d'Iris avant de le suivre. Dans un souffle, elle avoue que lui seul peut rivaliser avec sa propre beauté, tandis que Luc lui confie avec un sourire qu'il la désire. Karine est partie pour l'académie, laissant Luc isolé chez lui, où il cesse de sortir. Luc se remémore les moments passés avec Karine, regrettant déjà son absence. Sirup, habillé d'une cape pour dissimuler ses oreilles et sa queue, conduit habilement le carrosse qui les emmène vers leur destination. Luc et Sirup arrivent rapidement à la grande boutique Meadow, un immense grand magasin connu dans le jeu. Confiant, il se demande s'il y trouvera ce qu'il cherche, tandis que Sirup se fait inviter à acheter ce qu'elle souhaite. Luc rencontre Morske Meadow, le propriétaire de la grande boutique Meadow, qui le reconnaît immédiatement comme le jeune fils du duc d'Escusto. Il l'invite à s'asseoir dans un salon VIP, tout en lui assurant qu'il n'aura pas à traiter avec un vieil homme ennuyeux comme lui. Morske présente ensuite sa fille à Luc, l'encourageant à ne pas hésiter à demander ce dont il a besoin. Luc fait la connaissance d'Akari Meadow, la fille de Morske, qui se présente avec un sourire chaleureux. Elle espère bien s'entendre avec Luc et Sirup, et Luc note sa politesse envers Sirup. Malgré ses origines de Beastman, Akari est l'un des principaux intérêts amoureux du jeu, et choisir cette voie mènera à la route du marchand. Luc est surpris et ravi de voir qu'Akari Meadow, qu'il espérait apercevoir, est celle qui les accueille. Curieux, il lui demande de lui montrer ses recommandations, notamment pour un soin de beauté ou autre chose de pratique.
Akari, toute souriante, accepte avec enthousiasme et commence à lui présenter divers objets, dont un mystérieux, ses cheveux magiques. Akari remercie chaleureusement Luke, ravie d'avoir presque tout acheté. Elle se tourne ensuite vers Sirup pour lui demander si elle souhaite quelque chose, mais cette dernière décline timidement. En silence, Sirup espère secrètement recevoir un cadeau, car ils ne font presque jamais de courses ensemble. Akari est surprise et touchée lorsqu'on lui propose un collier rouge, qu'elle trouve magnifique. Malgré ses hésitations liées à son statut de servante, Luke insiste pour l'acheter, ce qui la laisse sans voix. Luke, un peu hésitant, offre finalement le cadeau en remerciement pour tous les soins qu'Akari lui prodigue. Touché et ému, Akari accepte avec un sourire sincère. Malgré ses réticences, leur complicité s'affirme dans une étreinte chaleureuse, scellant ce moment de tendresse partagée. Akari, émue et radieuse, exprime combien le collier lui va à merveille. Une amie à leur côté ne cache pas son enthousiasme en le complimentant aussi. Dans un souffle, Akari appelle doucement Luke-sama, renforçant la profondeur de leur lien. Akari, rayonnante, demande à Luke ce qu'il pense du collier. Il lui répond que ce bijou met parfaitement en valeur sa magnifique chevelure blanche. Serein, il se réjouit intérieurement qu'elle apprécie ce cadeau. Luke savoure la satisfaction d'une journée réussie, tandis qu'une commerçante lui souhaite un retour prochain. Il réfléchit à l'idée de s'accorder plus souvent ce genre de moment. En route vers de nouvelles étapes, il se prépare à quitter son foyer pour rejoindre l'académie l'année suivante, conscient qu'il doit encore découvrir un peu plus le monde. Luke se prépare mentalement à quitter son foyer, déterminé à comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est. Malgré la difficulté et la lassitude, il sait qu'il doit affronter cette vérité et avancer sur ce chemin ardu. Luke se confronte à une dualité troublante, entre une apparence marquée par la souffrance et une image lisse et soignée. Cette contradiction reflète les doutes profonds qu'il entretient à propos de lui-même et de son identité. Luke s'interroge sur la transformation radicale qu'il a subie. Malgré un départ prometteur, il analyse la nourriture, se demandant si un mode de vie hédoniste ou des allergies pourrait expliquer son état. Sans trouver de réponse, une idée germe alors. Peut-être que Karine détient des informations cruciales sur la préparation des aliments et leurs ingrédients. Luke découvre que les ingrédients responsables de ces symptômes pourraient être des toxines, substances pouvant altérer le corps voire causer des effets mortels selon leur usage. Cette piste pourrait expliquer la transformation étrange de son apparence, ce qui mérite qu'il s'y attarde. En interrogeant ceux qui l'ont connu enfant, il apprend qu'il était un enfant en bonne santé, mangeant et dormant beaucoup, sans signe physique alarmant, si ce n'est une peau délicate. Luke se souvient avoir été en pleine forme lors de son dîner d'anniversaire, mais sa santé est devenue instable pendant près d'un an, avec de fréquents effondrements liés à une perte de mana. Il apprend que le chef cuisinier a été remplacé par le maître d'hôtel après ce dîner, ce qui l'amène à suspecter que ce dernier pourrait être responsable des repas empoisonnés. Peu à peu, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Luke est convaincu d'avoir trouvé la clé de l'énigme. Il s'approche discrètement du maître d'hôtel, désormais principal suspect dans l'empoisonnement, prêt à lui faire face. Luke réfléchit à l'origine du surnom Grosse Crapaud donné à Luke, se demandant comment il a pu en arriver là s'il avait grandi normalement. Il remercie silencieusement celui qui lui préparait à manger chaque jour, tout en réalisant que la vérité ne semble jamais correspondre à ses attentes. Le maître d'hôtel, pris au piège, avoue enfin que quelqu'un l'a empoisonné. Sous la pression, il révèle qu'il a agi sur ordre du chef de la famille d'Escusto, confirmant ainsi un complot bien plus vaste. Luke avance ses preuves, déterminé à dévoiler toute la vérité. Luke confronte directement le maître d'hôtel, lui demandant s'il était responsable de l'empoisonnement de sa nourriture. Sous la pression, le maître d'hôtel avoue immédiatement, implorant son pardon. Luke réalise que personne n'a vraiment voulu se salir les mains, ignorant qu'il utilisait en secret la magie de guérison pour neutraliser le poison. Luke, déçu par la faiblesse de la réaction du maître d'hôtel, lui pardonne à contre-cœur mais annonce qu'il ne compte pas le tuer. Il prépare cependant une punition en utilisant sa magie, faisant du maître d'hôtel son cobaye. Luke inflige au maître d'hôtel une punition magique en lui accordant le don de la paresse. Ce dernier, terrassé, subit les effets de ce sort tandis que Luke observe calmement la scène, intrigué par les conséquences de sa magie. Luke, désormais lucide, libère le maître d'hôtel de sa punition et lui ordonne de reprendre son travail. Dans un moment de réflexion, il révèle que son véritable ennemi est le duc d'Escusto. Luke réfléchit à sa stratégie face au duc d'Escusto, conscient que provoquer directement sa colère serait dangereux. Il décide alors de neutraliser ses subalternes sans les éliminer, les rendant simplement impuissants. De retour,
il croise Syrup qui s'enquiert de sa sortie, à laquelle il répond simplement qu'il est « juste sorti ». Luke avoue à Syrup qu'il va finalement à l'académie, malgré les risques de mort qui l'attendent là-bas. Il explique que son chemin est déjà tracé et qu'il ne pourrait plus être à ses côtés s'il ne partait pas. Syrup, touché, lui confie qu'elle aimerait rester près de lui autant que possible, tandis que Luke se résigne à bouger pour protéger sa vie paisible. Luke se prépare à soutenir les protagonistes dans l'ombre, orchestrant le conflit entre la royauté et la noblesse. Il se fixe pour objectif de vaincre le duc d'Escusto, chef des nobles, comme dans le jeu dont ce monde est issu, malgré la difficulté de son rôle. Il trouve une certaine satisfaction à suivre ce chemin familier. Luke accepte pleinement son rôle de Luke, déterminé à jouer sa part jusqu'au bout. Il refuse de rester passif face au danger et s'engage à se battre pour survivre. Un an plus tard, Luke se prépare à affronter l'examen d'entrée de l'Académie royale d'Alecida, un défi crucial composé de 3 épreuves, magie, pratique et une spécialité choisie. Avant son départ, une dernière mise en garde lui est adressée, marquant le début d'une nouvelle étape décisive. Luke apprend que les meilleurs élèves de chaque matière reçoivent une bourse, peu importe leur identité, ce qui l'incite à ne pas trop se démarquer. Alors qu'il observe les candidats, il remarque soudain un individu à l'apparence bestiale qui s'apprête à passer l'épreuve pratique, suscitant surprise et curiosité autour de lui. Luke identifie soudain l'individu bestial, c'est Ruby, une aventurière reconnue, avec ses cheveux verts et ses yeux émeraudes. Sa présence suscite surprise et admiration, confirmant qu'elle est l'une des héroïnes. Ruby se lance immédiatement dans l'épreuve pratique, démontrant son agilité et sa puissance. Ruby impressionne par sa puissance bestiale et ses techniques peu orthodoxes, renversant son adversaire avec aisance. Alors que l'épreuve continue, le prochain candidat, Luke Ugalo d'Escusto, entre en scène, affichant une attitude désinvolte face à la magie élémentaire. Luke déchaîne une puissante attaque qui fait voler en éclats le sol autour de lui. Face à cette démonstration de force, son adversaire finit par abandonner, reconnaissant sa défaite. L'épreuve est rapidement interrompue par l'arbitre qui ordonne de passer au suivant. Ruby, avec un sourire espiègle, semble intriguée avant de disparaître soudainement. Luke, surpris, se demande où elle est passée, mais se rassure en pensant qu'ils se recroiseront sûrement à l'école. Le lendemain, Luke reçoit enfin sa lettre d'acceptation, marquant le début officiel de sa nouvelle aventure. Pendant ce temps, Luke, sûr de lui grâce à ses excellents résultats, se prépare à affronter un nouveau défi. L'heure est venue pour notre protagoniste de plonger dans la simulation stratégique de romance adulte. Luke, vêtu de son uniforme impeccable, ne peut s'empêcher de s'admirer avec un sourire confiant. Il se félicite de son apparence, convaincu que ce costume lui va à merveille. À ses côtés, la servante lui annonce que la calèche est prête, marquant le début officiel de sa nouvelle vie. L'Académie royale d'Alecida est la plus ancienne et prestigieuse institution du royaume, un véritable carrefour d'idées et d'ambitions. Autrefois réservée à la noblesse, elle ouvre désormais ses portes aux roturiers les plus talentueux, élargissant ainsi son influence. Dans cet établissement, l'apprentissage mêle combat, magie et études, préparant les élèves à affronter les dangers des nombreux donjons peuplant le royaume. L'Académie ne se limite pas à l'enseignement, elle est aussi un centre de recherche axé sur le développement de la magie, avec des mages légendaires parmi ses professeurs. Dans ce chapitre de l'Académie, 2 objectifs principaux se dessinent, améliorer ses compétences et gérer ses relations amoureuses. Le parcours du protagoniste dépendra de ses choix, de ses statistiques et des interactions qu'il déclenche. Il décide de soutenir Luke, le méchant toujours présent, en utilisant ses souvenirs de sa vie antérieure pour éviter les chemins où Luke meurt habituellement. Il sait qu'il doit survivre, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui comptent sur lui. Malgré ses inquiétudes, il se prépare à affronter ce destin différent, conscient qu'il n'est plus le « gros crapaud » d'avant. Syrup souhaite ardemment devenir l'attaché du protagoniste pour s'occuper de son dortoir, mais les règles strictes de l'Académie interdisent une différence d'âge de plus de 2 ans entre un étudiant et son assistant. Bien qu'il regrette de ne pas pouvoir l'avoir à ses côtés, le protagoniste comprend que cette contrainte exclut Syrup, qui est 7 ans son aîné. Luke exprime ses doutes quant à la capacité de l'attaché désigné par le duc à bien s'occuper de Luke, mais ce dernier le rassure en affirmant qu'il peut se débrouiller seul, d'autant que Karine est aussi à l'Académie. Malgré tout, Syrup avoue avec émotion son désir profond de prendre soin de Luke personnellement. Depuis son plus jeune âge, Syrup veille sur le protagoniste, comblant l'absence d'amour et d'affection de sa famille. Il reconnaît en elle bien plus qu'une simple protectrice, elle est sa véritable famille. Syrup a toujours été l'attaché exclusif du protagoniste,
prenant soin de lui avec une dévotion grandissante, elle fait tout pour lui, au point que son absence risque de lui peser. Pour lui, Sirup est bien plus qu'une simple protectrice, elle est sa seule et véritable famille. Luc exprime sa profonde gratitude envers Sirup, reconnaissant tout ce qu'elle a fait pour lui, il lui demande de croire en lui et de l'attendre, promettant de la récompenser un jour. Sirup, ému, lui répond avec conviction qu'elle le fera. Luc et Sirup s'échangent un dernier câlin chargé d'émotion, exprimant à quel point ils vont se manquer. Avant son départ, il lui demande de veiller sur la maison en son absence, tandis qu'elle promet de tenir bon jusqu'à son retour prévu en fin d'année. Luc s'éloigne en calèche, promettant à Sirup qu'il comptera les jours jusqu'à son retour. Il lui demande de venir avec lui une fois diplômé et parti du territoire, exprimant son désir de la garder près de lui pour toujours. Sirup, touché, lui assure qu'elle ne le laissera jamais partir. Luc exprime son désir de ne jamais quitter Sirup, ce qui la rassure profondément. Il lui propose alors de devenir une vraie famille, une idée qui la surprend mais qu'elle accepte avec enthousiasme. Touché, Sirup se laisse aller à ses sentiments, révélant à quel point elle l'aime. Luc salue une dernière fois avant de partir, prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Autour de lui, l'agitation règne à l'entrée de l'académie, tandis que la ville s'étend paisiblement sous un ciel clair. Luc arrive près de l'entrée de l'académie, prêt à rencontrer les nouveaux élèves. Une jeune fille aux lunettes, Libera Glico, se présente à lui en expliquant qu'elle connaît son identité grâce à la description de son père. Elle révèle être la fille du baron Malsa Glico, directeur du ministère de la magie. Luc découvre que Libera est la fille du baron Malsa Glico, directeur du ministère de la magie, ce qui change la donne. Libera préfère qu'on l'appelle simplement par son prénom et avoue son amour pour la magie, rêvant d'y travailler un jour. Une connexion inattendue se tisse entre eux, renforcée par leur lien avec le père du protagoniste. Libera confie qu'elle est souvent moquée pour son rêve d'intégrer le ministère de la magie, mais elle croit en ses capacités. Luc l'encourage en soulignant son talent et son travail acharné. Libera rayonne de joie, reconnaissante pour ce soutien inattendu. Libera affirme vouloir s'occuper du protagoniste et se rapprocher de lui, ce qui le laisse perplexe. Elle le complimente en qualifiant sa magie d'art, une révélation qui éclaire soudainement notre héros. Une note explique que Libera est considérée comme une « sorcière » dans le jeu, une passionnée de magie dont l'enthousiasme excessif peut causer des ennuis. Luc propose de changer de sujet pour terminer d'abord la demande de dortoir, mais Libera insiste pour parler de magie dès maintenant. Elle suggère d'aller prendre un thé, convaincue que c'est le cadre idéal pour discuter de ce qui les passionne. Luc, intrigué, accepte cette invitation pleine d'enthousiasme. Libera propose immédiatement de donner son avis personnel sur le sort original du protagoniste, qui accepte avec curiosité. Autour d'une tasse de thé, elle analyse avec enthousiasme l'usage pratique de la magie sans attribut, impressionné par son potentiel illimité. Luc, observant son expertise, se surprend à la trouver très cultivée sur le sujet. Luc, appréciant la conversation, se dit que Libera pourrait être une excellente partenaire de recherche. Libera, tout sourire, exprime son impatience de découvrir les prochaines idées du protagoniste, rappelant la complicité avec son père. Alors qu'ils terminent leur thé, Libera annonce qu'il est presque temps de se préparer pour l'événement principal de la journée. Luc et Libera arrivent dans la grande salle de l'Académie de magie, où l'entrée officielle va bientôt commencer. L'atmosphère est solennelle, et les rangées de sièges se remplissent peu à peu des invités et étudiants. Luc, attentif, se prépare à vivre ce moment important. Luc remarque plusieurs visages familiers parmi les invités, ce qui atteste de l'importance et de la diversité des participants à cet événement. L'ambiance s'anime alors que les échanges et salutations se multiplient autour de lui. Soudain, une expression de surprise traverse le visage du protagoniste, comme s'il venait de percevoir un danger imminent. Dans la grande salle, l'attention se focalise sur un détail inquiétant, tandis que des ombres menaçantes semblent se dessiner autour de lui. L'atmosphère paisible bascule brusquement vers une tension palpable. Luc, après avoir perçu les ombres inquiétantes, semble soudain comprendre la nature de la menace qui plane. Son regard s'éclaire d'une nouvelle détermination tandis qu'il murmure « Je vois, c'est ». Luc sent une tension palpable en croisant le regard d'un jeune homme au sourire énigmatique. Un mauvais pressentiment l'envahit, tandis que l'autre se demande s'il a été remarqué. Malgré leur première rencontre supposée, une étrange familiarité semble déjà s'installer entre eux. Luc se tient dans une vaste salle de classe vide, où l'architecture élégante contraste avec la tension qui persiste. Deux figures se font face, chacune portant un regard chargé de mystère et de sous-entendus. L'atmosphère est lourde, comme si un secret allait bientôt être révélé. Luc apprend que Dan,
l'apprenti chevalier, appartient à la famille Marshall, chef de la faction royale ennemie de la sienne. Cette révélation ravive en lui la conscience d'une hostilité ancestrale entre leurs deux lignées. Une camarade précise que Lynchant Sama, assis à côté de Dan, est reconnu pour ses compétences martiales. Lynchant de la maison Marshall est une chevalière reconnue, amie d'enfance du protagoniste, son attribut est le bouclier, ce qui reflète sa force défensive malgré ses compétences magiques limitées. Choisir Lynchant signifie suivre la voie traditionnelle d'un chevalier loyal à sa maison, avec une fin d'histoire où elle devient une épouse dévouée, accessible même si les autres conquêtes amoureuses échouent. Dans une autre version, Luke capture Lynchant, qui devient alors son épouse et son ennemi. Sa personnalité pure et dévouée, bien que touchante, se révèle être sa faiblesse. Leur combat met en lumière la beauté essentielle de son caractère, un point que le protagoniste admire sincèrement. Luke souhaite honorer la mémoire de son père disparu en devenant chevalier de la maison Marshall, ce qui explique sa rancune envers la famille d'Escosto, dirigeante de la faction noble. Il se prépare à affronter de nouveaux défis, conscient qu'il pourrait bientôt être directement visé. Pendant ce temps, Erina Schildiborg Alessida-kun est appelée à prendre la parole pour le discours de fin d'année. Erina Schildiborg Alessida, première princesse du royaume d'Alessida, est appelée à prononcer le discours de fin d'année en tant que représentante des nouveaux élèves. Malgré sa beauté évidente, le protagoniste reste indifférent, habitué à côtoyer des personnes aussi charmantes grâce à Iris Nizan. Pendant ce temps, un camarade se plaint de l'interminable discours de la princesse, tandis qu'un autre tente de savoir si le protagoniste est intéressé par elle. Luke affirme qu'il a déjà une fiancée et quelqu'un d'autre qu'il aime, ce qui surprend son camarade. Il reste néanmoins sur ses gardes, conscient qu'il ne peut pas baisser la vigilance. Leur conversation se conclut sur une note légère, avec la promesse de reprendre ce sujet plus tard. Le discours touche enfin à sa fin, et le protagoniste est invité à se lever. Constatant que tous les autres élèves sont déjà partis, une jeune fille l'appelle doucement, attirant son attention. En se levant, il découvre un oreiller dont il a entendu parler, suscitant la curiosité de la jeune fille à ses côtés. Luke se souvient que son père lui avait parlé d'une fille flottant sur un oreiller, et il réalise que c'est bien cet oreiller qu'il tient maintenant. La jeune fille à ses côtés, passionnée et honnête, le remercie chaleureusement et exprime son amour pour la magie, regrettant seulement l'arrivée prochaine de l'orientation. Luke saisit soudainement la main de la jeune fille, la surprenant complètement. Malgré sa gêne, elle finit par accepter, émue par la douceur de sa main. Avec un sourire malicieux, il propose de l'accompagner jusqu'à la salle de classe, assumant avec humour cette nouvelle responsabilité. Une élève au regard perçant les interpelle, les accusant de lâcheté en les voyant main dans la main. La jeune fille rougit et s'exclame qu'ils ne font rien de mal, tandis que le protagoniste tente de la rassurer en lui demandant de rester calme. Luke refuse de se fâcher, préférant consacrer son énergie à parler avec Libera. Cette dernière, surprise et touchée, lui avoue qu'elle apprécie aussi leurs échanges. Ensemble, ils avancent, complices et souriants. Luke et Libera arrivent enfin dans la salle d'orientation, où tous les élèves sont déjà installés. Ils réalisent qu'ils peuvent choisir librement leur place, tandis que l'ambiance se fait plus sérieuse, prête à commencer rapidement cette réunion importante. Luke découvre Gloran Research, le professeur principal de la classe 0, connu pour ses explications dans le jeu, puis, Silas, l'assistante enseignante mystérieuse et elfique, fait son entrée, éveillant immédiatement l'attention avec son aura énigmatique et son passé lié à la magie. Elle est présentée comme l'intérêt amoureux le plus complexe du protagoniste. Le professeur principal rappelle que la classe 0 compte 20 élèves, tous ayant réussi brillamment l'examen d'entrée, et insiste sur le fait que le statut social n'a aucune importance à l'académie. La camarade boursière Ariel souligne que chacun sera jugé uniquement sur ses capacités. Marshall lève la main pour demander comment ils sauront leur rang et leur niveau réel, suscitant l'attention du professeur. Le professeur principal révèle une nouvelle invention révolutionnaire, la montre magique, capable de mesurer précisément le niveau et le rang de chaque élève. Il invite les étudiants à canaliser leur mana à travers cet appareil pour en tester l'efficacité. L'émerveillement se lit sur les visages des élèves, impatients de découvrir leurs capacités réelles. Le professeur présente sa toute nouvelle invention, une montre magique capable d'enregistrer la signature unique de mana de chaque élève et d'afficher leur niveau ainsi que leur rang. Luke reconnaît immédiatement l'interface, semblable à l'écran de statistiques du jeu, qui s'affiche devant lui, révélant ses informations personnelles et son classement dans la classe 0. Le professeur explique que la montre enregistre la signature unique de mana de chaque élève, mais que seuls eux peuvent voir les détails précis.
le classement général des élèves est rendu public pour que le corps enseignant puisse également le consulter. Luc analyse ses propres capacités et remarque que certaines magies lui sont encore inconnues. Le professeur dévoile fièrement les premiers classements, Libera domine en magie, tandis que Myril excelle dans les études. Luc, à la 2e place, affiche un sourire confiant, anticipant ses résultats. Enthousiaste, le professeur proclame que les outils magiques sont la plus grande ressource pour faire progresser l'humanité, avant que la leçon ne reprenne son cours. Libera est abordée avec enthousiasme par un camarade curieux de ses résultats, tandis qu'une élève aux lunettes la qualifie de personne étrange, sans réaliser qu'elle parle d'elle-même. Dans l'enceinte de l'académie, l'ambiance est animée, mais la conversation est rapidement interrompue. Une enseignante prend la parole pour expliquer aux élèves qu'ils peuvent désormais choisir librement leur matière. L'enseignante rappelle aux élèves que leur progression dépend avant tout de leur choix personnel. Elle les encourage à sélectionner les matières qui les passionnent ou qui leur seront utiles à l'avenir. Cependant, elle avertit aussi que des résultats insuffisants entraîneront une rétrogradation automatique dans une classe inférieure. L'enseignante présente la prestigieuse Coupe de l'Empereur de l'Épée, un événement annuel majeur qui attire l'attention du monde entier. Elle explique que même les élèves aux notes faibles peuvent rester dans les classes supérieures s'ils excellent dans cette compétition. Luc, Dan, se fixe alors pour premier objectif de devenir chevalier en remportant cette coupe au moins une fois durant ses 3 années à l'académie. La victoire à la Coupe de l'Empereur de l'Épée permet de devenir chevalier honoraire, un titre noble qui offre aussi des avantages sociaux et politiques. Luc comprend que remporter cette coupe est crucial pour sa progression. L'enseignante explique ensuite que des combats d'entraînement, appelés « batailles de classement », sont autorisés pour améliorer son rang, un élément clé pour participer à ces affrontements. L'enseignante résume les règles des batailles de classement. Un élève de rang inférieur peut défier un élève de rang supérieur, et le défi ne peut être refusé, même si le combat ne commence qu'après acceptation. En cas de victoire, le challenger vole le rang de son adversaire et change de classe, tandis qu'en cas de défaite, il ne peut plus le défier pendant 6 mois, voire définitivement après 5 défaites. Luc prend aussi note des détails importants concernant les combats individuels et en équipe, ainsi que les règles en cas d'absence ou de refus prolongé. Les règles des batailles de classement sont clairement établies pour que Luc, le rival antagoniste, soit le premier à être défié et battu par Dan, notre héros. Malgré la tension que cela crée, notre héros trouve ces règles plus agaçantes qu'autre chose. Soudain, un élève l'interpelle, cherchant à attirer l'attention du professeur. Luc demande quand il pourra commencer à défier les autres en combat de classement. Le professeur lui répond que ce sera possible dès l'enregistrement de la montre. Sans attendre, notre pote se lève d'un bond et lance un défi direct à Lucugalo Descusto. Le défi apparaît instantanément sur la montre, marquant le début officiel du combat tutoriel. Luc, le noble antagoniste, se tient face à notre héros, prêt à engager le premier affrontement. L'atmosphère est chargée, la première mission pour le noble malveillant est désormais lancée. Le combat tutoriel s'est déroulé comme prévu. Luc, spécialisé en magie, a été vaincu par Dan, un simple apprenti chevalier. Depuis cette défaite, Luc nourrit une rancune tenace contre Dan, pendant que notre héros profite pleinement de sa vie d'académie et de ses nouvelles relations. Luc rumine sa vengeance en arrière-plan. Le véritable Luc, autrefois enragé d'avoir été défié par un simple roturier, se montre désormais indifférent. Il refuse calmement le défi lancé par notre héros, affirmant que cela ne vaut pas la peine. Malgré la provocation, il reste posé, préférant ne pas perdre son temps face à quelqu'un qu'il considère inférieur. Une camarade interpelle vivement notre héros, lui reprochant de ne pas relever le défi lancé à Luc, un noble de leur pays. Malgré la pression, elle admet qu'il est un enfant impulsif et difficile, mais refuse de s'impliquer dans des ennuis inutiles. Luc, fidèle à sa nature paresseuse, préfère rester en retrait et n'aider qu'en coulisses, évitant ainsi les conflits directs. Erina insiste auprès de Descusto, soulignant que refuser le combat le ferait chuter dans le classement et qu'il doit respecter les règles de l'académie. Elle rappelle aussi que, en tant que noble, il a la responsabilité de guider le peuple. Son désir est clair, voir un affrontement entre Descusto et notre héros, 2 élèves aux compétences remarquables. Erina insiste fermement auprès de Descusto, lui rappelant que c'est son devoir de relever le défi et qu'elle ne le laissera pas refuser. Malgré son agacement visible, il reconnaît qu'il est difficile de dire non à la fille d'un duc et à une princesse, tout en se plaignant intérieurement de cette pression. Descusto finit par céder, admettant qu'il ne peut ignorer la pression de la princesse. Luc, malgré son aversion pour l'effort, comprend qu'il n'a pas d'autre choix que d'entrer dans l'arène. Il se plaint intérieurement de devoir autant bouger, mais accepte la réalité du défi qui l'attend.
Luke explique qu'il doit perdre ce duel pour remplir le rôle de Luke, ce qui le trouble. Une camarade lui rappelle que son adversaire est un apprenti chevalier réputé et qu'il déteste l'effort physique, mais il assure que ce combat sera facile pour lui. La camarade admire l'ingéniosité de notre héros, soulignant qu'il a inventé une magie unique et qu'il a refusé de se battre malgré son rang noble. Elle le trouve mystérieux et lui assure que son compliment est sincère. Luke, perplexe, demande ce que tout cela a à voir avec la fierté des nobles, à quoi elle répond que celle-ci est très importante pour eux. Luke rassure Libera en lui disant qu'il ne veut pas qu'elle le déteste, ce qui la surprend vivement. Elle lui répond avec passion qu'elle ne pourrait jamais le détester. Pendant ce temps, deux autres personnages observent la scène avec sérieux. Luke et Libera arrivent dans l'arène, un lieu qu'il n'a pas revu depuis l'examen d'entrée. Les camarades se rassemblent déjà pour assister au premier combat de classement. L'arbitre demande si les deux adversaires sont prêts, et ils répondent affirmativement, prêts à en découdre. Un adversaire provoque Libera en lui reprochant son attitude passive durant l'examen, promettant de lui remettre les idées en place. Libera reste calme et lui rappelle qu'il devrait être reconnaissant qu'elle accepte de l'affronter. Luke, agacé, réagit vivement à cette arrogance. L'adversaire demande à Libera quel est son niveau, s'attendant à une réponse impressionnante. Libera avoue qu'il a maximisé son niveau dès le début, mais qu'il ne s'en est pas soucié, privilégiant la stratégie et les bases. Luke est stupéfait d'apprendre que Libera n'a jamais combattu de monstre, ce qui le choque profondément. L'arbitre annonce le début du combat de classement entre Dan, le challenger, et Luke Ugallo d'Escusto, défenseur du rang supérieur. Luke, calme et confiant, invite à un combat correct, tandis que Dan se prépare avec détermination, prêt à en découdre. Le duel peut enfin commencer. Le combat débute sur ordre, et notre héros réalise rapidement que les règles ont changé. Il ne peut plus choisir ses actions comme dans un RPG au tour par tour. Face à cette nouvelle réalité, il décide de laisser Val prendre le contrôle total pendant 1 minute, espérant ainsi trouver une stratégie efficace. Val, prêt à agir, transmet un message de prudence, souhaitant éviter que l'un ou l'autre ne soit gravement blessé. Luke est surpris par une attaque rapide de Luke, qui lui lance un regard confiant en lui disant qu'il compte sur lui. Sous la pression, notre pote se prépare à parer le coup avec détermination, tandis que Luke affiche un sourire sûr de lui. Soudain, un phénomène étrange se produit, intriguant Luke qui se demande ce qui est en train de se passer. Luke tente une attaque rapide, mais notre héros est soudainement immobilisé dans les airs, incapable de bouger. Surpris, il supplie qu'on le lâche tandis que Luke observe la scène. Intrigué, Luke, impuissant, voit ses armes tomber au sol tandis que son adversaire se prépare à la suite. Luke confirme que notre héros n'est pas gravement blessé, comme prévu, et décide de mettre fin au combat rapidement. Il immobilise notre pote en le saisissant par le col, avant de lancer un sortilège de sommeil. Trop tard, notre héros est déjà sous l'effet de la magie. Luke explique que le pouvoir d'augmentation de Dan booste énormément sa magie et sa force, mais son manque d'expérience limite encore son efficacité. Il sait que la faible tolérance magique de son adversaire l'empêche de résister au sortilège de sommeil, ce qui lui donne un avantage décisif. Confiant, Luke se prépare à manipuler la situation pour s'assurer la victoire. Luke profite de l'état d'inconscience de notre héros pour le projeter violemment dans un puits. Sous le regard choqué de ses alliés, malgré leurs protestations, il affirme sa victoire et s'éloigne, confiant dans le contrôle total de la situation. Luke profite de la faiblesse de notre héros endormi pour le saisir et le projeter violemment dans un puits. Les alliés, choqués, tentent de réagir en criant son nom, mais il est déjà hors de portée. Luke, sûr de sa victoire, s'éloigne sans se retourner. Luke, sûr de lui, défie ouvertement ses adversaires, affirmant qu'ils auraient dû se préparer à sa victoire. Il déclare qu'il n'a pas voulu combattre, mais qu'on l'y a forcé, avant d'accepter n'importe quel défi pour un match de classement. Ses paroles tranchantes résonnent dans l'arène, tandis que ses opposants restent choqués et en colère. Luke, sûr de lui, provoque ses adversaires en les défiant ouvertement. Malgré leur silence et leur choc, il feint la fatigue pour mieux les narguer, prêt à leur enseigner une leçon importante. Autour de lui, l'atmosphère est tendue, les spectateurs restent figés, incapables de réagir. Luke exprime son respect pour les intelligents et les adeptes de la magie, mais méprise ceux qui ne comptent que sur la force brute. Il lance un défi clair à quiconque oserait l'affronter, dénonçant avec mépris les barbares comme celui étendu à ses pieds. Luke jure de s'assurer que ses adversaires ne pourront plus jamais le défier, affirmant qu'ils ne verront jamais la lumière d'un autre jour. Autour de lui, les réactions varient, certains restent silencieux, d'autres échangent des regards intrigués ou amusés. Une jeune fille, furieuse et déterminée,
promet que Dan le vaincra et que le protagoniste regrettera ses actes inhumains, tandis qu'elle s'éloigne avec un camarade, une autre élève, en larmes, et hésite à révéler la vérité, questionnant son compagnon sur le silence à garder. Luke, lui, redoute que ses camarades ne parlent de son comportement, espérant ne plus avoir à affronter de nouveaux défis. Luke admet sa paresse et préfère éviter de justifier ses actes, affirmant qu'il est plus simple de se concentrer sur ses études de magie. Son camarade, visiblement agacé, déclare avoir déjà trop essayé de raisonner avec lui, le qualifiant d'idiot borné par son sens déformé de la justice. Leur discussion se conclut sur une note d'acceptation mutuelle, tandis qu'ils s'éloignent ensemble. Luke et Irina, qui préfèrent s'appeler par leur prénom, échangent sur leurs liens familiaux et leurs différences sociales. Irina avoue qu'il est rare que quelqu'un la regarde autrement que comme une princesse, ce qui déroute notre héros, malgré leurs différences. Elle le remercie d'avoir montré un adversaire digne de ce nom et l'encourage à être à la hauteur du nom d'Escusto. Luke reste pensif, se demandant pourquoi Irina est venue le voir. Malgré ses doutes, il réalise qu'elle ne le déteste pas. Plus tard, lors d'une soirée, il échange quelques mots avec une camarade qui s'inquiète de son comportement, mais il préfère ne pas s'étendre et se contente de dire qu'il reprend son souffle après une journée chargée. Luke et Karine partagent un moment chaleureux autour d'un repas qu'elle a préparé avec soin. Il avoue que sa cuisine est une véritable source de réconfort, tandis qu'elle sourit, heureuse de son appréciation. Entre complicité et modestie, ils échangent des compliments sincères sur leurs réussites respectives. Karine insiste pour que le protagoniste accepte ses compliments, lui rappelant qu'être trop humble peut être un problème. Lui, en toute décontraction, minimise ses inquiétudes en affirmant qu'il bénéficie déjà du soutien de la famille Caribéan. Leur complicité se manifeste dans un échange sincère, ponctué par un geste tendre qui souligne la confiance et l'histoire partagée entre eux. Luke se confie sur ce que Karine sait de lui, notamment son désir d'une vie simple et le fait qu'il est tombé amoureux de sa cuisine. Karine, touchée, lui demande s'il ne l'aime que pour cela. Luke lui assure qu'il l'aime profondément et qu'il ne pourrait plus vivre sans elle. Malgré les incertitudes familiales, leur complicité s'exprime avec douceur, mêlée d'humour et de tendresse. Luke, avec un sourire charmeur, demande à Karine de le laisser rester à ses côtés ce soir, tandis qu'elle le taquine en l'appelant « vilain » et en affirmant qu'aucune femme ne pourrait lui résister s'il allait aussi loin. Le lendemain matin, ils partagent un moment complice en flottant dans les airs, Karine prévenant qu'elle serait jalouse s'il emmenait quelqu'un d'autre que Syrup, ce à quoi il répond qu'il en tiendra compte. Luke remarque avec surprise que d'autres personnes sont déjà dehors à cette heure matinale. Il aperçoit alors Descusto et s'interroge sur ses intentions, craignant qu'il ne prépare un plan machiavélique. Face à cette inquiétude, il se concentre pour tracer une piste, prêt à agir. Luke est émerveillé par la grâce des mouvements de Descusto, qui ressemble à une danse parfaitement exécutée. Il s'interroge, surpris, sur la nature de ses gestes, réalisant qu'ils évoquent ceux d'un artiste martial expérimenté. Cette révélation ajoute une nouvelle dimension à l'inquiétude qu'il ressent face à Descusto. Luke réalise que Descusto est exceptionnellement fort, capable de surpasser une énorme différence de niveau. Il se rappelle sa défaite contre lui, d'abord attribuée à un manque de vigilance face à un adversaire de bas niveau, mais il comprend que ce n'était pas la vraie raison. Malgré son apparence de fils noble insouciant, Descusto est en réalité un travailleur acharné, ce qui rend sa force d'autant plus impressionnante et déconcertante. Luke réalise que, malgré tout son entraînement acharné pour devenir un chevalier exceptionnel, il ne pourra jamais rattraper Descusto. Cette prise de conscience lui fait comprendre que le monde est bien plus vaste et complexe qu'il ne l'imaginait. Face à cette nouvelle réalité, il sait qu'il devra réfléchir plus profondément à sa propre voie. Luke comprend que la méthode d'entraînement de Descusto est indéniablement efficace, mais il réalise aussi qu'il manque de connaissances pour exploiter pleinement sa propre force. Malgré ses difficultés à étudier la magie d'attribut, il sait qu'il doit persévérer dans cet environnement propice à l'apprentissage. Sa détermination grandit, même s'il peine à imaginer comment il pourra un jour surpasser Luke. Luke refuse d'abandonner malgré l'écart immense qui le sépare de Luke. Il se rappelle qu'il ne l'a perdu qu'une seule fois et jure de le surpasser un jour. Sa détermination brûle alors qu'il s'élance à nouveau vers son objectif, conscient que le chemin sera long mais qu'il doit persévérer. Luke croise Iris, sa sœur aînée, dans la cafétéria, qui lui rappelle de bien prendre son petit déjeuner malgré son état de santé fragile. Il remarque avec étonnement combien elle est devenue attentionnée, même si elle souffre en silence, en observant sa prestance et sa voix divine. Il se rappelle qu'en tant que noble de haut rang, elle doit toujours allier gentillesse et rigueur. Iris, en plus d'être la sœur attentionnée du protagoniste,
est aussi l'organisatrice principale de la fête des nouveaux élèves pour la faction noble. Luc réalise rapidement qu'il suscite beaucoup d'attention après son combat remarquable contre un élève de la faction royale. Luc constate que la faction noble le regarde avec respect et admiration, tandis que la faction royale affiche ouvertement son mépris à son égard. La faction centrale et les roturiers, eux, semblent intrigués mais hésitent à agir, satisfaits que ces menaces aient porté leurs fruits. Notre héros peut enfin se concentrer sur ses études en paix. Luc découvre qu'il existe 2 types de cours à l'académie, les matières obligatoires d'enseignement général et les options incluant la magie et les compétences pratiques. Peu soucieux des statistiques, il décide de choisir librement ses cours, optant pour la magie afin d'approfondir ses connaissances tout en poursuivant son objectif de paresse. Luc confirme son choix de se concentrer sur la magie, tandis qu'une camarade partage la même décision. Elle l'emmène ensuite découvrir les salles d'entraînement privées, accessibles selon le rang de classe, un privilège dont il peut bénéficier en tant que héros de la classe. La camarade explique que l'attribution des rangs vise à stimuler la compétition entre élèves. Elle ouvre la porte d'une immense salle d'entraînement privée, un privilège réservé aux meilleurs de la classe. Impressionné par la taille du lieu, le protagoniste observe la jeune fille y apporter une dernière touche magique. La camarade utilise sa magie pour ramener la salle d'entraînement à sa taille normale. Impressionnant notre héros, elle lui propose alors d'étudier en paix ici, tandis qu'il avoue que ce type de magie lui est presque inconnu. Luc espère apprendre beaucoup d'elle, ce à quoi elle répond avec enthousiasme. La camarade explique au protagoniste que le cercle magique doit être dessiné parfaitement pour que la magie fonctionne, insistant sur la nécessité de répéter cet exercice. Elle détaille aussi la différence entre la magie avec attribut, facile à comprendre mais nécessitant beaucoup de pratique, et la magie sans attribut, qui demande une imagination précise pour être efficace. Enthousiaste, elle souligne que c'est justement cette complexité qui rend la magie si fascinante. Luc et Libera commencent leur séance en notant leurs informations respectives. Libera révèle que son attribut magique est l'eau, qu'elle considère comme polyvalente pour l'attaque, la défense et le soutien. Enthousiaste, elle exprime son envie d'expérimenter davantage avec cette magie. Luc révèle enfin son attribut magique, suscitant à la fois excitation et étonnement chez Libera. Cette dernière, surprise par la nature secrète et puissante de sa magie, hésite à l'exposer. Consciente de sa dangerosité, malgré ses doutes, elle accepte de garder ce secret, rassurée par la confiance que lui accorde le protagoniste. Libera promet de garder le secret du protagoniste, ce qu'il accepte avec gratitude. Elle réfléchit à ses nouvelles capacités, intriguée par le pouvoir de sommeil qu'il a utilisé sur Dan et par l'étrange magie de paresse qu'elle découvre. Tous deux expriment leur enthousiasme à l'idée d'explorer et d'expérimenter ses pouvoirs ensemble. Luc et Libera analysent les limites de la montre magique, qui ne peut pas détecter les magies non enregistrées. Ils émettent l'hypothèse que la montre s'appuie sur une base de données officielle pour identifier les magies, ce qui pourrait révolutionner l'exploration des donjons. Malgré les défis techniques liés à la miniaturisation et à la puissance, il reste optimiste quant au potentiel futur de cet outil.